Puis je veux rassurer les parents qui, pour toutes sortes de raisons, ne veulent pas envoyer leur enfant à l'école, ne seront pas obligés de les envoyer à l'école. Alors voilà, c'est Fred Savard. C'est Fred Savard pour cet épisode 27 de la balado de Fred Savard. Je disais voilà parce que François Legault l'a annoncé cette semaine. Le déconfinement sera annoncé. En fait, les plans, les détails seront bientôt annoncés, mais on s'en va vers ça et ça va commencer par les écoles, entre autres. Et ça inquiète beaucoup de gens. J'ai sondé un peu les gens sur ma page personnelle publique, si on peut dire, et parce que je voulais rejoindre plus de gens. Et j'ai eu beaucoup de commentaires. Et les gens sont inquiets, évidemment. Sauf que là, on se rend compte que on n'a comme pas le choix en même temps. On ne pourra pas rester confiné éternellement, mais il y a beaucoup d'inquiétudes. D'abord, sur ce concept d'immunité collective, puis il y a des auditeurs qui m'ont écrit, puis c'était vraiment intéressant parce qu'ils me disaient on est vraiment dans un laboratoire présentement avec cette idée-là parce que ça va forcément faire en sorte que les plus forts, sur le plan immunitaire, évidemment, vont s'en sortir et les plus faibles vont y passer. Donc, il y aura des sacrifiés. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Puis évidemment, c'est inquiétant. Puis pas seulement les personnes âgées en CHSLD. Là, on le sait que c'est là que les nids d'éclosion sont les plus importants. Mais là, en déconfinant, on le sait. Puis personne n'ose le dire, je pense. Mais c'est qu'il y aura des gens qui vont mourir et qui ne sont pas nécessairement dans la tranche d'âge des plus âgés en CHSLD avec de la comorbidité. Donc, puis là, il y avait beaucoup de profs qui m'écrivaient pour me dire, moi, j'ai une maladie qui touche mon système immunitaire. Qu'est-ce qui va arriver si je suis en contact avec des enfants qui sont porteurs? Parce que, oui, c'est vrai que les enfants sont peu touchés par la maladie, par la COVID-19, mais là, c'est de savoir s'ils sont vecteurs, c'est eux qui transmettent ou non la maladie. Les études, pour l'instant, semblent dire, en fait, que non seulement les enfants ne souffrent pas de la COVID-19, mais ne la transmettent, ou la transmettent très, très peu. C'est intéressant, évidemment, sauf que le problème, c'est qu'on est en train les recherches, en fait, se poursuivent en temps réel. Fait que là, je vous dis ça, puis ça se peut que dans 2 jours, il y a une autre étude qui sort pour nous dire que finalement, oui, les enfants sont vecteurs. Donc, c'est vraiment, c'est un peu ça qui est inquiétant, c'est d'être bombardé d'informations différentes, d'avoir plusieurs sources, la plupart crédibles, parfois non, mais les scientifiques le disent eux-mêmes, ils sont en train de tenter de comprendre cette maladie. D'ailleurs, ça me fait penser à cet article aussi que j'ai vu cette semaine dans le Nouvel Observateur. Florence Adler, qui est infectiologue, oui, et qui travaille entre autres sur une équipe européenne qui travaille sur l'élaboration d'un traitement pour guérir la COVID-19, qui disait que même aujourd'hui, on ne sait même pas si on est capable de dire si cette maladie est immunisante. C'est-à-dire que est-ce qu'on est capable d'avoir une immunité collective? Parce que je sais que cette semaine, c'est beaucoup ça dans les discussions qui perçaient. C'est, premièrement, à quel pourcentage le Québec est immunisé, la population est immunisée? On parle d'entre 5 et 10 %. Il faudrait atteindre 60-70 %. Peut-être même 85 %, c'est ce que le Dr Arruda disait cette semaine, mais là, c'est ça. Cette infectiologue, Florence Adler, qui prétend que pour l'instant, la recherche et l'observation ne nous permet pas de croire à 100% que cette maladie est immunisante. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas, mais on ne le sait pas. Donc, et c'est ça qui explique peut-être les cas qu'on a vus à Hong Kong et au Japon, où, en fait, au Japon, entre autres, ils ont déconfiné la société. En fait, les écoles, là, ils ont refermé parce qu'ils se rendent compte que les gens qui avaient déjà attrapé la COVID-19 l'attrapent à nouveau. Mais ça, de toute façon... le gouvernement ne nous ment pas là-dessus. Ils l'ont dit qu'il allait avoir des ajustements. Je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens sont inquiets, c'est qu'on n'a pas eu de détails encore. Puis quand on aura le plan précis, là, on pourra un petit peu plus savoir à quoi s'en tenir. Les critères de l'OMS, il y en a 6 pour déconfiner. Donc, on peut
j'imagine que nos gouvernements vont se fier sur ces critères-là. Le premier, c'est de maîtriser la transmission du virus. Ça, visiblement, c'est pas encore le cas. Puis là, je ne vais pas me lancer dans une avalanche de chiffres et de tableaux parce que c'est beaucoup ça aussi qui circule dans les médias. Et puis ça devient un petit peu étourdissant de bombarder de chiffres et de comparaisons. Puis là, il ne faut pas comparer avec d'autres pays parce que les autres, ils calculent pas les morts de la même façon. Puis il y a toujours des pondérations qui font en sorte que ça devient très difficile de comprendre exactement ce qui se passe, mais c'est clair que la transmission du virus n'est pas encore maîtrisée. Donc, ce critère-là, visiblement pas atteint. Assurer l'offre de santé publique et de soins, ça c'est le deuxième critère de l'OMS pour déconfiner. Ça, bon, je pense que oui, dans le réseau de la santé, si on se fie à ce qu'on nous dit, ne serait-ce que pour le nombre de lits disponibles et des effectifs, ça semble être un critère qui est rempli, mais en même temps, on a entendu des histoires dans des grands hôpitaux montréalais qu'on refuse de nommer précisément où la transmission va bon train parce qu'on manque d'équipement, on manque de matériel. Et malgré ce que nous dit François Legault, il est possible qu'on ne manque pas de matériel, mais visiblement, on ne le distribue pas de la bonne façon. Donc, ça aussi, ça peut être inquiétant. Minimiser les risques, ça c'est le troisième critère de l'OMS, minimiser le risque dans des environnements exposés comme les établissements de santé de longue durée. Encore là, je pense que visiblement, c'est sous contrôle, mais il y a encore des histoires avec la pénurie de personnel qui frappe les CHSLD, des employés qui travaillent dans plusieurs CHSLD différents, donc qui se promènent et qui, sans le vouloir, transmettent la maladie. Donc, c'est inquiétant. On doit l'avouer. Quatrième critère, mettre en place des mesures de prévention au travail dans les écoles et dans les lieux fréquentés. Ben ça, c'est justement ce qu'on va savoir avec le plan du gouvernement. Je pense qu'on peut avoir confiance que ce sont des mesures qui seront claires. À savoir comment on va les appliquer, par contre, ça, c'est une autre histoire parce que là, je pense beaucoup au réseau public des écoles, mais quand on pense que les écoles sont déjà surpeuplées, les locaux sont vétustes dans plusieurs écoles. Puis là, je parle beaucoup à Montréal. Je ne sais pas comment ça se passe en région parce qu'il ne faut quand même pas oublier aussi qu'il y a ces deux réalités-là. Il y a Montréal et les régions. Je pense que les régions vont pouvoir, tout dépendant des statistiques, déconfiner plus facilement et de façon plus sécuritaire qu'à Montréal. Mais pour Montréal, en ce qui a trait aux écoles publiques, c'est quand même... Il y a plusieurs questions à se poser, à savoir comment on va être capable de mettre en place des mesures de prévention dans les écoles. Au travail, ça, c'est une autre histoire parce que... je pense entre autres au chantier de construction. Je pense que ça va être possible de garder une certaine distance. Bon, il y a les masques, évidemment. Il y a encore une décision. Il semble avoir une polémique. Non, je dirais pas polémique, c'est pas le bon mot, mais on nous demande encore de ne pas mettre le masque systématiquement dans nos sorties parce que, en fait, je vais vous faire entendre le Dr Arruda. Il paraît que les gens l'aiment beaucoup, alors on va le réentendre. Ici, là, les gens, quand ils attendent pour aller à l'épicerie, sont à 2 mètres les uns des autres. Ils n'ont pas de masque. Mais si maintenant, les gens vont se mettre à porter des masques puis ils vont se mettre un à queue leu-leu derrière les autres, à un pied, comme on voit ailleurs, vous venez de voir que le masque qui donne cette impression de I'm Superman, je suis protégé, je me lave plus les mains, puis etc., ça devient plutôt dangereux. Là, on va se le dire, ça commence à être lassant, ce discours-là, en fait, qui semble... En fait, on n'est pas des tatas. Je pense les gens sont bien informés. On s'informe. Évidemment, on écoute les points de presse à chaque jour avec avidité, mais on s'informe à gauche et à droite. Puis je pense que les Québécois sont capables de porter un masque puis pas s'entasser un dans l'autre, puis se faire des minouches avec des inconnus au marché Jean Talon. Là, je pense que si on porte le masque, on va comprendre que c'est pour nous protéger, mais c'est surtout pour protéger les autres, puis qu'on va se laver les mains, puis on n'est pas des petits enfants. Alors, j'avais envie de me décharger un petit peu parce que je suis un petit peu tanné des fois qu'on nous parle comme des enfants de 7 ans. Voilà. Contrôler le risque de cas importés. Ça, c'est le point 5. Ça, je pense que ça va être plutôt réalisable, entre autres dans les écoles publiques. Évidemment, là, ça va être de savoir les enfants qui retournent à la maison, qui reviennent. C'est toujours en fait de savoir est-ce que les enfants sont vecteurs de maladies. On sait qu'ils sont vecteurs de plein d'autres choses. Non. Ne m'écrivez pas pour me dire que je suis pas gentil avec les enfants. J'ai l'impression que ce critère-là, ce 5e critère va être respecté. Et 6e critère, responsabiliser les populations. Je pense que ça va être le temps d'arrêter de nous parler comme des petits enfants.
Sur le site de la radio publique américaine NPR, il y avait un article très intéressant de Maria Litvinova, qui est une chercheure à l'Institut. En fait, c'est l'Institute for Scientific Interchange à Turin, en Italie, qui, eux, ont déjà procédé au déconfinement et qui donnaient des exemples de qu'est-ce qu'il va falloir faire, entre autres des horaires variables. Ça, c'est intéressant. Puis ça, on le sait que c'est ce qui va arriver. Donc, pas tout le monde en même temps. Des horaires pour peut-être des groupes particuliers en avant-midi, pour des groupes particuliers en après-midi, peut-être même en soirée aussi, bien que j'aurais l'impression qu'on n'ira pas vers là. Accorder la priorité aux plus jeunes. Puis ça aussi, ça semble aller sous le sens, c'est-à-dire que les plus jeunes, moins autonomes, évidemment, à la maison pour poursuivre leurs apprentissages. Donc, on pourrait les prioriser. Puis moi, je pense qu'on devrait aller plus loin que ça et prioriser les élèves en difficulté ou ceux qui ont besoin de services particuliers, parce que n'oublions pas qu'avant la crise, il y avait déjà une pénurie de personnel. Il y avait même avant la pénurie de personnel, c'est-à-dire les professeurs, les titulaires pour les classes de primaire, entre autres, mais même au secondaire, il y avait des problèmes d'accès à des soins spécialisés. Alors là, peut-être qu'on pourrait commencer par les élèves avec des besoins particuliers qui, eux, pourraient se rendre en classe et profiter des services qui sont disponibles. Changer complètement le calendrier, donc évidemment, peut-être ça implique de peut-être étendre le calendrier sur 7 jours au lieu de 5. Donc, il y aurait des cours aussi, les écoles seraient ouvertes le week-end. Évidemment, c'est des suggestions, là, mais c'est quand même des pistes de réflexion intéressantes. Poursuivre l'année scolaire au-delà de la Saint-Jean-Baptiste, donc cet été, et écourter les vacances. Je pense qu'on n'aura peut-être pas le choix d'y réfléchir sérieusement. Pas d'assemblée dans la cour d'école, pas d'événements sportifs, pas de réunions parents enseignants, évidemment, et des ressources aussi pour venir en aide aux personnes, aux enfants, en fait, qui auraient des problèmes avec des problèmes personnels, en fait. Donc, l'aide psychologique, si on pourrait dire, puis j'espère qu'on fera appel à des spécialistes, parce que je sais qu'ici, au Québec, entre autres, on a tout souvent tendance à tout mettre sur les épaules des professeurs, qui finissent par faire peu d'enseignement et beaucoup de tâches connexes. Alors, j'espère qu'on prendra ça très au sérieux. Moi, ce qui m'inquiète aussi, évidemment, c'est la disparité entre le réseau public et le réseau privé. Évidemment, au privé, on aura, j'imagine, les moyens de faire toutes ces mesures de façon assez harmonieuse. On va avoir même des salles de classe avec pression négative, comme on voit dans les chambres d'hôpital. Ils vont avoir les moyens de se payer ça. Et qu'au public, on aura encore une grande disparité. Puis je sais qu'on trouve ça normal, je trouve. Quand tu lis les commentaires sur les médias sociaux, entre autres, les gens semblent trouver ça normal qu'il y ait un système à 2 vitesses comme ça, puis qu'il y ait cette espèce de méritocratie. Puis là, je ne veux pas juger les parents qui envoient leurs élèves à l'école privée. Je sais que les parents veulent le mieux, mais je trouve que socialement, des fois, collectivement, on devrait réfléchir à ça. Puis on le voit quand ça va mal. Qu'est-ce qui craque? Ce sont les failles du filet social. On le voit avec les personnes âgées en CHSLD et on va le voir aussi avec le réseau scolaire qui est déjà surchargé, le réseau public, et il va y avoir de grandes disparités qui vont peut-être être difficiles à rattraper dans le futur, quand même cette crise-là sera réglée. Les retards d'apprentissage, entre autres. On parle beaucoup aussi du bienfait du déconfinement. Puis je trouve que on l'a comme aussi assimilé que c'est normal, mais on parle du fait que puis là, c'est l'Association des pédiatres, entre autres, qui le disait cette semaine, il faut réouvrir les écoles parce que les enfants ne mangent pas à la maison et bénéficiaient de déjeuner, bénéficiaient d'un environnement où il n'y a pas de violence. C'est quand même incroyable qu'on en soit à se dire qu'il est préférable d'ouvrir les écoles en temps de pandémie parce que ça va au moins permettre à une classe particulière très nombreuse d'enfants d'avoir accès à de la nourriture et à ne pas être soumis à la violence. Ça donne une idée quand même de ce qu'est le Québec en 2020. Voilà. Alors, je sais que j'ai hâte de vous entendre sur la page Facebook, entre autres de le balado, suite à cet épisode. Les commentaires continuaient de rentrer, mais je trouve ça vraiment... Ça respecte tellement cette idée que j'avais de ce projet-là de communauté. Mais c'est grâce à vos commentaires et à vos expériences que vous nourrissez ma réflexion et que ça nous permet de réfléchir ensemble. Voilà. Autre suggestion aussi que j'ai lue cette semaine, je sais que ce ne sera pas possible pour des raisons sanitaires, mais
on oublie que François Legault, Dr Arruda et Daniel Mécan sont à Québec quand ils font leur point de presse, donc quand même assez loin de l'épicentre de la crise. Puis il y a des gens qui suggéraient que ce serait peut-être le fun qu'ils viennent, sans aller directement dans le ventre de la bête, mais qui viennent un peu plus proche de la crise, parce qu'on sent une déconnexion dans les points de presse entre ce que le trio dit. Après ça, les journalistes arrivent avec des questions, eux ont des cas précis envoyés par des infirmières, par des préposés aux bénéficiaires, par des médecins, puis ils sont souvent pris de court, on dirait « Ah ouais, il manque de masques à tel endroit, pourtant... » Et là, ils se regardent, puis là, il y en a, vas-y, réponds. Ça serait peut-être intéressant. Je sais que ça ne sera pas possible parce qu'on ne veut pas infecter, surtout pas que notre trio tombe malade, mais des fois, c'est une idée qui, quand elle est formulée, paraît intéressante et je voulais vous la partager. Je vous envoie cet autre extrait parce que c'est peut-être, puis on va l'apprendre par la suite, le grand échec de François Legault. En tout cas, un des grands échecs de François Legault dans cette crise, c'est ceci. En ce moment, on voit des tragédies épouvantables dans les CHSLD à travers le pays. C'est inacceptable. Si vous êtes fâché, frustré ou inquiet, vous avez raison de vous sentir comme ça. On doit faire mieux. Le Québec et l'Ontario nous ont demandé l'aide de l'armée. C'est ces demandes qu'on va accepter. Nos militaires iront prêter main forte, comme ils le font toujours. Mais il ne s'agit pas d'une solution à long terme. Non. Il ne s'agit pas d'une solution à long terme. Bon, évidemment, c'est toujours difficile d'entendre notre premier ministre canadien avec ce ton qui est absolument... qui n'a pas l'air sincère. Je dirais pas ça, mais qui n'a pas l'air sincère. Un peu désincarné. Mais quand même, il avait l'air fâché. C'était contenu, il y avait de l'émotion. Mais ça, c'est sûrement le grand échec de François Legault. L'arrivée de l'armée. Puis rappelez-vous au début de cette pandémie-là, rappelons-nous que la CAQ, quand même, incarnait ce nationalisme soft. François Legault, qui est un ancien ministre indépendantiste, qui a quand même été celui qui a fait le premier budget de l'an 1, le plus crédible peut-être qui n'a jamais été fait au Parti québécois. Et ça fait pas si longtemps, là, c'est pas en 1983. Et la CAQ incarnait cette espèce de nationalisme soft, c'est-à-dire avec la loi 21, entre autres, ses politiques identitaires. Et là, arrive cette crise. Et au début de la crise, on jouait beaucoup sur la solidarité des Québécois, puis François Legault le disait, puis là, tu sais, il faisait des appels pour des bénévoles, il faisait des appels pour que les gens appellent leurs parents, leurs grands-parents qui étaient dans les centres, dans les CHSLD, au début, là, avant que la crise éclate, au début de la pandémie, mais avant que la crise éclate, et il revenait en point de presse pour dire qu'il était très fier. Les gens avaient répondu en grand nombre, puis que ça montrait que les Québécois étaient fiers, qu'ils étaient une nation solidaire qui se tenait, puis que nos aînés, on les considérait comme des bâtisseurs, puis il fallait s'en occuper. Et là, évidemment, tout ça a dégringolé. Tout ça a implosé avec l'éclosion qu'on a connue. Et les multiples appels en premier lieu aux médecins spécialistes, après ça aux gens du réseau, aux retraités du réseau, n'ont jamais été capables, en fait, de combler la pénurie de main-d'œuvre. Et là, en dernier recours, se voit obligé d'appeler l'armée. Je sais qu'il ne l'a pas exprimé comme ça. Et évidemment, il s'élève plus haut que la petite politique parce qu'il fait ce qu'il a à faire, il faut quand même le dire. Mais mon Dieu, que ça doit être difficile pour François Legault et pour ce gouvernement-là d'être obligé de faire appel à l'armée, qui n'est absolument pas, effectivement, faite pour ce type d'intervention-là. Il n'y a pas beaucoup de poches de sable à transporter dans les CHSLD, mais absolument quand il y avait des inondations, lors du verglas, des trucs comme ça, ils sont là pour vraiment prêter main forte, pour amener des bras, pour construire des digues. Et là, on les imagine mal aller nourrir des personnes âgées, toutes frêles, de 83 ans, en habit de camouflage, mais c'est vraiment un échec pour François Legault, bien qu'il fait ce qu'il a à faire, mais je sais que ça doit être difficile sur le plan politique de concevoir qu'on doit faire appel à l'armée, aux fédéralistes. Cela dit, je pense que Justin Trudeau n'a pas à pavaner trop, ne serait-ce pour sa gestion de la crise au tout début, et aussi parce que le fédéralisme a cette particularité d'être celui qui distribue l'argent, mais qui dans bien des domaines, qui ne s'occupe pas
faire des choses concrètes avec cet argent-là, entre autres les transferts en santé qui depuis longtemps ont été réduits pour pouvoir présenter des surplus dans certains budgets ou pour investir massivement dans des infrastructures. Mais c'est les provinces, après ça, qui étaient pognées pour, avec moins d'argent, donner les prestations, entre autres, de soins. Donc, voilà, c'est une réflexion qu'on aura aussi collectivement peut-être à avoir et ce serait peut-être intéressant éventuellement de s'attaquer à une chose qu'on ne veut jamais faire, en tout cas en politique depuis longtemps, c'est-à-dire ouvrir la Constitution et changer un peu de la façon que ce pays fonctionne. Je sais que dans l'Ouest, ils ont très hâte de faire ça, entre autres pour la péréquation, mais on le voit. En fait, c'est ça qui est fascinant de cette crise-là, c'est qu'on voit tous nos manquements collectifs et politiques depuis des années dans le financement des programmes sociaux, du filet social, d'appliquer des modèles de gestion du privé à des organismes publics. On voit que tout ça, quand arrive une pandémie comme ça, tout ça implose, je dirais même explose, craque, s'effondre. Ça a pris 2 semaines, puis tout le capitalisme mondial s'est effondré. Il y aura une réflexion à faire. Je pense pas qu'on va l'avoir, cela dit. J'imagine que malheureusement, c'est les gros qui s'en sortiront le mieux et qui se positionneront pour faire encore plus de profit par la suite. Ce sera à nous de voir comment on peut freiner ça. Ça va prendre beaucoup de neurones et d'énergie. Et je vous laisse cette intro parce que j'ai hâte d'aller entendre nos chroniqueurs, nos chroniqueuses cette semaine. Je vous laisse quand même avec mon plaisir coupable que je ne pensais pas jamais avoir autant de plaisir à le faire, mais je l'avoue qu'à chaque jour, j'écoute le président des Américains, Donald Trump. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Alors, on en est là. Donald Trump qui, cette semaine, prétendait, et là, il fallait voir la responsable de la santé publique, une des responsables de la santé publique qui est en train d'écouter ce que disait le président et ne pas croire du tout en ses oreilles, ce qu'elle entendait. Donc, Donald Trump qui prétend qu'il y aurait peut-être des avancées intéressantes à se shooter du désinfectant dans les veines pour aller nettoyer les poumons et combiné à l'exposition à des rayons très chauds, à de la chaleur, de la lumière chaude, ça pourrait donner de beaux résultats pour guérir la COVID-19. C'est pas des blagues. Et là, j'ai eu une pensée, moi, pour les complotistes, tous les truthers de ce monde, là, qui sont vraiment confrontés à un gros dilemme présentement, c'est-à-dire se dire, est-ce que je vais mourir à cause des chemtrails dans le ciel, des traînées de nuages qui seraient déposées par des avions maléfiques qui infecteraient les gens? Est-ce que je vais mourir d'une exposition à la 5G ou mourir d'une injection de Monsieur Net, les yeux brûlés par la lampe de chevet? Alors, toutes les Lucie Laurier de ce monde, là, j'ai une pensée pour vous. Ça doit pas être facile depuis quelques années de nous dire que Donald Trump est extraordinaire, sait des choses que nous ne savons pas et combat les élites pédophiles dirigées par Bill Gates et Hillary Clinton. Et là, vous entendez ce héros vous dire que peut-être que pour guérir la COVID-19, vous devez vous shooter du Clorox. D'ailleurs, je vais vous partager cette semaine un article qui était paru dans le New York Times cette semaine de Cathy Rogers et Annie Carney qui démontre comment Donald Trump vit cette crise-là, comment il s'isole de plus en plus, beaucoup plus qu'avant, écoute très peu ses conseillers, ses collaborateurs, se prépare très mal au point de presse. Dans le fond, à la dernière minute, pogne une feuille qu'on lui fait, il souligne au Sharpie les points abordés, il les défile rapidement en point de presse pour ensuite se donner du temps pour blaster les journalistes et qui voit dans le fond les points de presse de la task force comme des moments de primetime television pour briller et il se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et il est en train de s'isoler en fait de plus en plus à n'écouter la télévision puis à voir comment les gens perçoivent ses actions. Alors, article que je vous partagerai cette semaine. Qui est vraiment très intéressant. Alors cette semaine, dans cet épisode, on va entendre entre autres Hélène Faradji qui va se mettre dans la tête, entre autres, de Pedro Almodovar et de Ken Loach, parce qu'ils ont des journaux, ils tiennent en fait des journaux aussi de confinement, puis Hélène va nous démontrer comment la création peut être affectée
positivement et négativement en temps de pandémie comme ça. Godefroy Lorando va nous expliquer, ça c'est un article que je lui ai soumis cette semaine. J'avais vraiment envie de l'entendre là-dessus. Une hypothèse sur comment la pneumonie liée à la COVID-19 se développe. Et c'est une nouvelle... C'est comme si c'était une nouvelle pneumonie avec des symptômes qu'on ne connaissait pas avant et des effets sur le système pulmonaire qu'on ne connaissait pas avant. Et comment la capacité qu'on aura, nous, les patients, de mesurer notre taux d'oxygène dans le sang va être peut-être déterminant, à savoir le moment opportun pour se rendre dans les hôpitaux. En tout cas, je l'explique mal. Godefroy, évidemment, va le faire mieux que moi, mais c'est ce que Godefroy va nous proposer. Et là, on va aller tout de suite rejoindre Mathieu Bellil, qui, je parlais tantôt de la crise, tout ça. Évidemment, il y a de plus en plus de gens qui demandent, pas des coupables, mais qui essaient de comprendre pourquoi on en arrive là et qui est responsable de ça. Et Mathieu Bellil va nous offrir une réflexion sur ce concept séculaire dans les sociétés humaines du bouc émissaire. On est rentré dans cette crise mal équipé. Et évidemment, la situation s'est détériorée. Aujourd'hui, je l'avoue, puis je prends la pleine responsabilité. Je pense que si c'était à refaire, il aurait fallu que j'augmente plus vite les salaires des préposés aux bénéficiaires, même sans l'accord des syndicats. Je prends toute la responsabilité. Alors, on prend des nouvelles de nous avec Mathieu Bellil. Comment ça va, Mathieu? Ça va bien, merci. Et vous, Fred? Ça va très bien. Donc, oui, vous allez encore une fois nous offrir une réflexion sur nous, le Québec, aujourd'hui. Oui, et là, vous avez de la matière avec toute cette crise qui a des impacts sociaux qu'on ne soupçonnait pas du tout. Non, écoutez, c'est un puissant révélateur et je pense qu'on ne doit pas être les seuls à vivre ça, mais on avait fini par prendre goût au point de presse du premier ministre, à ces jeux de mots maladroits, aux recettes d'Horatio, à la froide rigueur de Mme McCann. Mais Fred, depuis 2 semaines, clairement, quelque chose a craqué. On parle pas d'une petite fissure, là, mais d'une vraie faille qui est allée en s'élargissant. Des organisations, confusion, des CHSLD qui ont l'air de camps de réfugiés, les morts qui s'accumulent, des gens qui savent plus où donner de la tête. Tant que c'était une affaire de communication politique, ça allait. Mais le problème, c'est que le terrain ne suit pas, qu'il a peut-être, en fait, jamais vraiment suivi. Et là, depuis qu'on voit qu'il y a un écart entre le discours et la pratique, on dirait que le discours s'est assombri. Oui, puis c'est parce que tout est possible après ça. Quand on s'est rendu compte que, OK, on nous dit des choses, puis c'est pas, il n'y a pas de manipulation là, des autorités politiques, mais on tait des choses, et il y a même des choses qu'ils ignorent que les journalistes leur apprenaient en plein point de presse. À partir de là, tu te dis, OK, tout est possible. Là. Exactement. Et c'est ce qui fait qu'on a eu droit au côté sombre de la force, comme si toute la colère et l'incompréhension qu'on retient depuis le début de la crise avaient été relâchées d'un seul coup dans l'espace public. Écoutez, ça va tellement pas bien que la semaine dernière, on a vu réapparaître un vieux rituel qu'on croyait perdu au fin fond des âges, le sacrifice du bouc émissaire. On avait senti un peu d'impatience. Vous parlez de Gaétan Barrette, là? On va en reparler, parce que... bon, le bouc émissaire, on avait souvent le bouc émissaire, ça vise des gens un peu plus fragiles, un peu plus des minorités. Je m'étais un peu inquiété de voir au début de la crise des manchettes sur nos concitoyens d'origine chinoise ou juive. Je craignais un peu que tout à coup la colère aille vers eux. Ça n'a pas duré, heureusement. Non, il y a eu des gestes, mais ça n'a pas pris l'ampleur que moi aussi j'avais cette appréhension-là, que ça prenne de l'ampleur et que ce soit normalisé aussi dans le discours public. Là, c'est ça. Le discours ambiant, Oui, mais de toute façon, le premier ministre, la semaine dernière, nous a lui-même fourni des cibles pas mal plus costaudes. Il s'en est pris aux médecins spécialistes et les syndicats. Oui, ça je le remarque à chaque fois. Puis c'est pas anodin et c'est pas... Il y a du politique derrière ça. Oui, et puis, il faut donner à César ce qui revient à Legault. Et il faut quand même reconnaître que lui aussi s'est soumis au jeu des accusations. Un peu comme le lion des animaux malades de la peste. Les animaux malades de la peste, c'est une fable de La Fontaine qu'il faut relire ces temps-ci. C'est très intéressant. Écoutez, Fred,
je voudrais quand même prendre un moment pour parler du fameux rite sacrificiel du bouc émissaire. Oui. Et je vais m'inspirer des travaux d'un grand anthropologue français, René Girard, qui n'est pas parent avec Éric Girard, notre ministre des Finances. René Girard, c'est un homme extraordinaire qui a fait une longue carrière en Californie. Hein, on ne l'avait pas tellement aimé en France. Et il a montré que dans les sociétés très anciennes, le rituel du bouc émissaire était une sorte de dispositif de secours qu'on activait en temps de crise. Quand une société... Oui, quand une société était frappée par, mettons, une défaite militaire inexplicable, une grande sécheresse, une famine ou une épidémie, hein, ce qu'on connaît actuellement, quand on n'arrivait pas à résoudre la crise, on activait ce vieux dispositif de secours, on se mettait à chercher un bouc émissaire. Et donc, excuse-moi, est-ce que c'est un atavisme? Pas un atavisme, mais est-ce que c'est quelque chose qui est de tout temps, de toute civilisation? Ben, en tout cas, ce que montre René Girard, c'est que au fondement de toutes les sociétés, de toutes les communautés, il y a cette espèce de moment où on sacrifie quelque chose pour refaire l'unité du groupe. Le bouc, ça vient bien sûr des Hébreux, hein, qui sacrifiaient des brebis, des moutons, là. Mais en vérité, là, pendant longtemps, c'était des vraies personnes en chair et en os qu'on sacrifiait pour faire porter à cette personne le poids de la frustration collective. Et le bouc émissaire, il y avait un critère pour le désigner. Il fallait que ce soit quelqu'un de différent, de marginal, soit quelqu'un qui échappait à la société par le haut. Par le haut, ça veut dire quelqu'un qui est comme au-dessus de tout le monde. Genre prince, princesse, même un roi. Et là, c'est là où on en revient à Gaëtan Barrette, là. C'est ça que vous me dites? Oui, exactement. Ou alors, quelqu'un qui échappait à la société par le bas. Hein? Ça peut être un étranger, un vagabond, un fou, un handicapé. Hélas, c'était ça. Et on sait, par exemple, que les Aztèques sacrifiaient des prisonniers de tribus voisines à leur dieu soleil. Ils avaient d'ailleurs une formule magnifique. Ils ont inventé l'euphémisme. Hein? Sacrifier les prisonniers, ils appelaient ça la guerre fleurie. Hein? Vous voyez comme c'est beau, hein? On arrache le cœur des gens. Les Grecs gardaient aussi des prisonniers en réserve qui sacrifiaient en temps de crise. L'idée, je le répète, c'était de refaire l'unité du groupe par un sacrifice. C'est un rituel qui était religieux et politique. Puis vous savez quoi? On pense que les Grecs ont inventé la tragédie au sens théâtral, là, pour se rappeler de ces sacrifices. Parce que... Pour refaire, en fait, pour refaire l'unité de groupe. Ben, vous savez, là, je vais sortir un peu mon érudition, mais le mot tragédie en grec ancien, ça se traduit par tragos odé. Et tragos odé, ça veut dire le chant du bouc. Le chant du bouc, là, c'est le chant du bouc qu'on égorge. Et vous remarquerez qu'à la fin d'une tragédie, c'est toujours un peu ce qui se passe symboliquement. Il y a quelqu'un qui meurt, il y a quelqu'un qui paye pour des fautes. Et en fait, ce qu'on vit à travers cette mort-là, c'est une sorte de catharsis. Hein? On fait sortir un peu collectivement le méchant. Vous savez, la fameuse histoire d'Édipe, là, celui qui va inspirer à Freud son fameux complexe, l'histoire d'Édipe se déroule en temps de peste. Il y a une épidémie qui frappe une ville qui s'appelle la ville de Thèbes, en Grèce, pas la ville d'Égypte, et on cherche une explication à la peste. Et à un moment donné, Édipe lui-même, qui était devenu le roi de la ville après avoir battu un sphinx, c'est très très réaliste tout ça, comprend qu'il était en fait lui-même le responsable. Il avait transgressé 2 tabous, il avait tué son père, il avait marié sa mère, puis à la fin, il se crève les yeux pour marquer un peu comme la volonté d'être ce bouc émissaire. Et l'histoire du bouc émissaire est très riche. Hein? On sait par exemple que l'originalité révolutionnaire du christianisme là, à son époque, c'était qu'on prétendait pouvoir mettre fin à ce fameux rituel. Jésus, on sort de Pâques, là, alors c'est le temps d'en parler. Jésus, ça devait être en principe le dernier bouc émissaire de l'histoire. Celui qui devait être puni de mort à la place de l'humanité. Sauf que, dans les faits, ça n'a pas tout à fait marché. Hein. On a continué à persécuter les Juifs, on a eu les chasses aux sorcières. Et puis, vous avez juste allé dans un cours d'école pour voir qu'il y a encore des comportements intimidateurs, discriminatoires, qui donnent tous un peu l'impression qu'on est encore, que ce réflexe de la quête du bouc émissaire existe. Écoutez, même en démocratie, c'est pas rare d'entendre dire qu'un chef de parti a, par exemple,
sacrifier un ministre. Hein? Oui. Pourquoi on sacrifie un ministre? Oui. C'est comme pour apaiser la meute des journalistes et la colère du peuple là, qui en a assez, par exemple, d'une politique ou d'une autre. Ouais. Et vous savez quoi, Fred? On peut même penser que le succès des émissions de télé-réalité Ah, ben oui. repose sur la possibilité de rejouer à chaque semaine ce vieux rituel. Du sacrifice. Dans La Voix, Oui. dans Occupation Double, même dans Les Chefs, hein, Ouais. avec Normand Laprise et toute la gang. Vous avez Là. raison, vous avez raison. C'est C'est super pas la intéressant, grande- ça. c'est pas la grande question. J'avais pas réalisé ça, mais effectivement, c'est ce même bon vieux pattern. Ben oui, parce que la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qui sera éliminé cette semaine? Qui va-t-on sacrifier? Ouais. Et d'ailleurs, la formule de réalité la plus puissante, c'est celle où ce sont les participants eux-mêmes Ouais. qui décident de qui va être la victime. Un peu comme Donc, dans les belles années du communisme. Exactement. Ou dans Occupation Double. Oui, Hein? oui. Où, en réalité, quand on y pense logiquement, il n'y a personne qui mérite de partir dans Occupation Double. En fait, il y a peut-être En personne- fait, non, en fait, ils méritent tous de partir. Ouais. Ou alors personne ne mérite d'être là. Ouais, c'est un voilà. peu la même. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il était fascinant dans Occupation Double, c'est que le débat est très intense parce qu'en fait, il n'y a pas de critères pour choisir. Ouais. Il faut faire ça de manière arbitraire. Et vous savez quoi? Ce qu'on fait souvent quand il n'y a pas de critères clairs pour éliminer quelqu'un, ben, on reprend les vieux critères, Ouais. c'est-à-dire qu'on choisit celui qui est différent. Alors, vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'à la fin d'Occupation Double, pas à la fin, excusez, au début d'Occupation Double, Ouais. la première partie, c'était la candidate trans. Hein, Ah, ouais. qui est suivie, hélas, de près par 2 candidates d'origine haïtienne. Ah, ouais. Ah, mon Dieu. OK. Ben là, écoutez, c'est parce que quand on y pense, là, on peut évidemment dire, ah ben ça y est, c'est les pauvres participants que ça révèle leur intolérance. Ouais. Mais voyons un peu indulgents avec eux, c'est peut-être juste le vieux fond humain Ouais. qui, dans le fond, je ne me reconnais pas dans cette personne et je la sacrifie parce que je ne me reconnais pas en elle. C'est triste, Ouais. c'est cruel, mais c'est ça. Et OK? c'est malheureusement un vieux réflexe. Difficile à transcender. Ah, c'est extrêmement difficile. Écoutez. Mais là, bon, Mathieu là, Bellil, attendez, là. Là, pour Ouais. en revenir au CHSLD et à la crise qui nous occupe, est-ce que vous êtes en train... J'espère que vous n'êtes pas en train de nous dire, parce qu'on l'entend ça un petit peu en filigrane, je dirais pas dans la sphère médiatique, mais dans les médias sociaux, que dans le fond, les personnes âgées sont un petit peu sacrifiées aussi, là. Ben, oui, ils sont hélas un peu sacrifiés, puis c'est un peu Mais que c'est un peu terrible ce qui se passe, parce que, dans le fond, actuellement, on peut dire qu'il n'y a personne des responsables de l'épidémie. Là. C'est vraiment un act of God, hein, comme Ouais. disent les assureurs. Ouais. Et le problème, c'est que parce qu'il n'y a pas de vrais responsables, c'est ça qui fait qu'il y a une crise et c'est une vraie crise, parce qu'on sent bien collectivement qu'on est en train de perdre le contrôle Ouais. et qu'on ne peut blâmer personne, qu'il faut vivre avec l'absurdité et le non-sens. Le problème, c'est que le cerveau humain est ainsi fait qu'il cherche quand même une explication. C'est d'ailleurs le succès des théories du complot. Hein? Ça nous prend un coupable, Ouais. ça presse. Et quand l'affaire des CHSLD a commencé à dégénérer, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un premier ministre qui s'en est pris très rapidement aux médecins spécialistes. Oui, Hein, oui. Alors là, on y revient là, au docteur Barrette. Dans le rituel du bouc émissaire, les médecins spécialistes, c'était les victimes qui échappent à la société par le haut. Oui, Hein? oui. Et les médecins spécialistes, là, je ne le dis pas méchamment, mais c'est quand même un petit peu notre aristocratie locale. Là, Totalement, hein? ben oui. Et nos princes, nos princesses. Bon, tout le monde a compris que Legault venait de déclencher un mécanisme puissant. Les réseaux sociaux, là, la semaine passée, Oui. se sont transformés en lieu de mise à mort rituelle. Oui. C'était assez impressionnant Oui. de voir la justice populaire s'exprimer. Oui. Et je me demande d'ailleurs si les médias sociaux ne servent pas en particulier, leur succès Oui. ne tient pas en grande partie à ça. Tout à fait. C'est l'espace de la justice populaire Oui. pour le meilleur et souvent pour le pire. Oui. Écoutez, il y a beaucoup de commentateurs qui ont volé au secours des médecins, ne serait-ce que pour calmer un peu la fureur là, qui semblait devenir contagieuse. Je vais citer Mario Dumont, mon préféré, à LCN. Hein. Arrêtez de chialer! Hein? Ça commence comme ça. Ouais. Arrêtez de chialer! Il faut que les gens arrêtent de chialer. Évidemment qu'ils se sont payés beaucoup, les médecins. Mais on avait tous le choix et on pouvait devenir chirurgien cardiaque et étudier jusqu'à 32 ans. Fin de la citation. Ben oui. Bon, on avait tous le choix, Ce qui est on faux. passera. Oui. Ben, c'est que pas exactement. Là. Mais En non, tout cas, mais non. on simplifie beaucoup. Ça n'empêche pas qu'il a raison sur le fond. C'est-à-dire que
c'est pas la faute des médecins. Oui, non. Et c'est certain que... C'est pas la faute des médecins, on peut y revenir, mais oui, en fait, c'est pas la faute des individus, mais c'est la faute d'avoir beaucoup donné aux médecins, ce qui nous a obligés de sacrifier, encore une fois, dans le sacrifice ailleurs, entre autres en médecine préventive. En médecine préventive. Et pour payer, et en salaire pour payer, et payer les échelons qui étaient un petit peu plus bas que les médecins, mais oui. Oui, absolument. Non, non. Et c'est pour ça que je vais, malheureusement, pour nos amis médecins spécialistes, je n'aurai pas le choix de revenir à ça. Mais je pense que là, c'était quasiment une urgence des commentateurs la semaine passée de juste dire, OK, on ne va pas commencer à lyncher tout le monde parce qu'il y a cette crise. C'est pas le temps de s'obstiner. On s'occupera des factures après. Et Mathieu, je fais une parenthèse, mais il y avait un petit peu de populisme aussi dans la déclaration de Legault. C'est qu'il savait qu'en s'attaquant aux médecins spécialistes, il allait se rallier toute la population. Je veux dire, je pense pas que... depuis le début, on nous dit de mettre la politique sur pause, mais le gouvernement, je pense, Legault est assez intelligent pour savoir qu'il y a des petits gains politiques à faire aussi en temps de crise dans les communications et dans la façon qu'on le fait, là. Absolument. Et en ce sens-là, on n'a pas le choix de faire un parallèle avec ce qui se passe au sud de la frontière. Oui. Qu'est-ce que fait Donald Trump depuis qu'il a compris que c'était une vraie crise, là? Oui. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il blâme les Chinois, il blâme l'OMS, il blâme les États démocrates qui font pas comme il veut. Il répète « We've done a fantastic job ». Oui, c'est ça. Alors ça... il répète ça, et le monde entier ne se peut plus de trouver qu'il a bien géré la crise. J'écoute ses points de presse maintenant chaque jour à mon corps défendant, mais c'est presque divertissant et j'en reviens pas à chaque fois. C'est incroyable. C'est digne. Ce qui est fou, c'est que c'est digne de la propagande des pays totalitaires qui pourfend. Oui. Je veux dire, on fait un job fantastique. On entend probablement la même chose en Chine de la part de leurs autorités. Oui. Alors, il n'est pas très différent sur le fond. Non. Je reviens aux médecins quand même. Je vais m'acharner un petit peu quand même, parce que quand on a vu cet empressement à défendre les médecins, je pense que tout le monde avait compris que Legault avait visé très haut. Hein? C'est pas n'importe qui, les médecins. On pourrait même dire que Legault a pris un sacré risque. Hein? J'emploie le mot sacré ici en connaissance de cause, parce que le médecin, quand on y pense au Québec, c'est peut-être la seule figure qui jouit encore d'une sorte d'aura sacrée, justement. Surtout dans un contexte où on est dans une société qui ne croit plus à grand-chose, qui n'a plus beaucoup d'idéaux. Hein, sans doute, on fait des surplus budgétaires depuis quelques années, mais on peut dire qu'on a un gros déficit de transcendance. Oui. Les curés, les politiciens, les poètes, les chansonniers, tous ces gens-là sont passés à la trappe depuis les 30-40 dernières années. Ouais. Seuls les médecins ont survécu au passage de la Grande Noirceur et de la Révolution tranquille. Ils ont même augmenter leur prestige et leur pouvoir. Oui. Parce que, on a beau les critiquer de plus en plus, je pense qu'ils inspirent encore une sorte de terreur sacrée. Hein. C'est quand même eux qui nous accompagnent de la naissance à la mort. Oui. Et puis, il faut les remercier, bien sûr, de ça. Ils jouent un rôle essentiel. La question n'est pas là. Mais ce que je pense qu'il y avait dans les reproches de François Legault, c'est pas juste une attaque stratégique, c'est quasiment une invocation ou une prière. C'est comme s'il avait compris son impuissance. Et qu'en désespoir de cause, il se tournait vers l'autorité suprême, vers ceux qui considéraient, au fond, comme les vrais maîtres chez nous, hein, les vrais maîtres chez nous, les médecins. Hein, car depuis que le Québec a définitivement renoncé à devenir un pays, on n'a plus beaucoup d'autres projets de société que celui de vivre et survivre au jour le jour, de réduire le temps d'attente dans les urgences et les listes de chirurgie, de mourir dans la dignité, quelle formule étrange en ces temps. Et ça tombe bien parce que tout ça, là, c'est la spécialité des médecins. Hein, on avait eu en 2003 la première priorité, c'est la santé de Jean Charest. Ouais. En 2014, on avait eu le gouvernement des médecins de Couillard, Barrette et Bolduc, hein, l'autre trio, et qui ont administré au Québec une cure d'austérité sans précédent. Il faut bien voir que les coupes aveugles, ce qu'ils appelaient, eux, des coupes paramétriques, hein, c'est une jolie formule, c'est qu'on coupe à peu près partout sans discernement. Il y a eu des efforts de centralisation qui ont affaibli le système, des hôpitaux au CHSLD en passant par la DPJ. Il ne faut pas oublier qu'avant la crise, il y avait la commission Laurent. Ah oui. Tout cela, alors même, c'est quand même formidable, qu'ils offraient à leurs collègues médecins, et donc qui s'offraient aussi à eux-mêmes, hein, par la même occasion, des augmentations
faramineuse. Ouais. On parle de 87% de hausse sur 10 ans. Il faut qu'on les aime, nos médecins, hein, pour leur avoir permis d'être parmi les mieux payés au monde. Ouais. C'est pas moi qui le dis, là, c'est Francis Veil de la presse, Ouais. qui n'est pas exactement un organe marxiste non plus. Non. Ça me rappelle le bon vieux temps, Fred. Hein? Ce temps où les Québécois s'appelaient encore des Canadiens français. On était en retard en santé, en éducation, en économie. On avait des taux de mortalité du tiers-monde. Mais Christi qu'on avait des belles églises. Hein? Ouais. Aujourd'hui encore, quand vous allez dans les villages, c'est la seule affaire que vous voyez. Je me rappelle d'un séjour dans le bas du fleuve à Saint-Moïse, Fred. Saint-Moïse. Ça, c'est loin dans les terres. L'église, il devait avoir 8 maisons, puis l'église avait l'air d'une cathédrale. Je me disais, mon Dieu, comme ils ont dû saigner pour faire une aussi belle église. Enfin, bon, je m'égare. Là. Je reviens à François Legault. Dans un effort pour ramener le calme la semaine passée, il a sagement décidé de s'offrir lui-même en sacrifice. Ça tombait bien, c'était juste après Pâques, exactement une semaine après le Vendredi Saint. Hein? Et je le cite, « Aujourd'hui, je l'avoue, puis je prends la pleine responsabilité. Je pense que si c'était à refaire, il aurait fallu que j'augmente plus vite les salaires des préposés aux bénéficiaires, même sans l'accord des syndicats. » Alors ça, c'est la fin de sa citation. Hein? Autrement dit, je m'excuse. Oui, je m'excuse, mais je suis pas tout seul à porter le blâme. Les méchants syndicats voulaient pas. C'est ça. Hein? Donc, jusqu'à la mention des syndicats, on peut dire que Legault faisait vraiment un Christ de lui-même. D'ailleurs, en l'écoutant avec ma blonde, j'étais ému. Hein? Peut-être comme à l'époque où on priait en famille avec le cardinal Léger à la radio. Le premier ministre vivait son calvaire. Ouais. Il parlait de ses nuits agitées. Puis là, je fais un peu d'ironie, mais je pense qu'il était sincère. Là. Je pense qu'il était vraiment troublé par ce qui se passait. Ouais. Ce qui ne l'a pas empêché de descendre bien vite de sa croix pour reprendre son rôle de Dieu le Père de la nation. Quelque chose comme le grand patron d'entreprise qu'il a toujours été, malgré ses fonctions politiques. Ouais. C'est comme s'il disait, au fond, j'ai pu rien faire, mais bon, je suis pas le seul, que chacun s'accuse. Hein, comme dans l'affaire de La Fontaine, le roi s'accuse, mais après ça, c'est le tour de tout le monde. Le problème, c'est bien sûr que les syndicats n'ont pas tardé à répondre, en rappelant que des négociations vont traîner en longueur, qu'on imagine sans peine que les petits travailleurs, là, c'était pas un enjeu prioritaire. Non. Et là, je veux juste vous dire, j'aimerais ça qu'on, au fond, suggérer quelque chose, c'est qu'on arrête de chercher des coupables, parce que le jeu pénible là, de la quête, le jeu pénible des accusations va continuer. Écoutez, là, l'armée est arrivée, on voit les ratés qui s'accumulent, c'est inévitable, ça va continuer. Mais j'aimerais ça, Fred, qu'on s'épargne ce jeu-là, en reconnaissant ce que vous disiez vous-même tout à l'heure, vous aviez tout à fait vu juste. Le sacrifice, là, il n'est pas à venir. Il a déjà eu lieu. Il a même lieu tous les jours. Le sacrifice, c'est celui des centaines de vieillards qui sont morts seuls, nos aînés qu'on a oubliés. Certains, paraît-il, même, ont crevé de faim. Des milliers de travailleurs de la santé, c'est aussi leur sacrifice à eux, là, et à elles, les infirmières et les préposés. J'insiste, le « elles » parce que ce sont souvent des femmes des immigrantes ou des enfants d'immigrants qui se saignent et s'épuisent dans l'indifférence générale. Et peut-être que là, ce qu'on devrait faire actuellement, c'est se dire qu'il serait temps que ceux qui ont trop reçu, et vous mettrez ceux que vous voulez dans ceux-là, hein, que ceux qui ont trop reçu se sacrifient un petit peu pour donner à ceux à qui on a déjà trop demandé. Ah, mais merci. Voilà, merci beaucoup, Mathieu Bellil, pour cette réflexion. Vraiment. C'est fâchant puis c'est touchant en même temps. Alors, on va rejoindre Hélène Faradji. Bonjour, Hélène. Salut, Fred, ça va? Oui, ça va très bien. Vous savez que vous avez fait réagir beaucoup de gens avec votre idée que vous aviez de la misère à lire en confinement. Ah et oui, là, hein? on a mis un extrait d'un texte. Je me rappelle plus d'où venait le texte, là, mais c'était un des liens que vous nous aviez suggéré. Oui, ça venait de la Repubblica de Rome. Ah, voilà. Et il y a beaucoup de gens qui ont réagi, puis il y a des gens qui... C'est très, très tranché, en fait. Beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont jamais lu autant que ça. Ah, ben. Et d'autres qui disent, un peu comme vous, que c'est trop anxiogène pour lire. Ben, écoutez, c'est sûr que la situation, on s'adapte comme on peut, puis il n'y a pas de règle universelle. Hein, j'ai l'impression en ce moment, on découvre tous un petit peu qui on est, puis comment on réagit au fur et à mesure. Tout à fait.
Mais c'est sûr que la lecture, ça reste un réconfort. Même si on n'y arrive pas, ça fait du bien de se forcer un petit peu, d'essayer d'aller au-delà du 15 minutes pour faire 20 minutes. Ouais. Qui sait demain 25 minutes? Ouais. Bon. Et là, aujourd'hui, on parle de quoi? Vous nous amenez où, là, réflexion? Justement, on parle de lecture parce que, comme tout le monde, je passe beaucoup trop de temps sur Internet et je suis tombée par hasard sur 2 articles qui m'ont donné accès à ce qui se joue à l'intérieur des têtes de 2 cinéastes que j'aime beaucoup, Pedro Almodovar et Ken Loach. Ah, intéressant. Et ça m'a vraiment interpellée parce que les cinéastes, les artistes, sauf Denis Villeneuve, qui est en train de préparer Dune comme si de rien n'était, alors que la science-fiction, honnêtement, ça nous semble plus irréel que jamais avec ce qu'on vit. Mais les autres... en fait, oui et non, on a l'impression que peut-être que la science-fiction se fait au présent. Exactement. Avec tout ce qui se passe, ouais. C'est que donc ce qui se passera dans 6000 ans, on a bien du mal à l'imaginer. Mais si on revient au présent aujourd'hui, les artistes, ils sont comme nous. Ils s'ennuient, ils ont des états d'âme. Et ceux qui sont bons, ceux qui sont pas des nombrils sur 2 pattes, ils ont appris quelque chose, c'est que leur imaginaire, c'était le lieu où pouvait s'ouvrir une fenêtre sur le monde. C'est là où tout ce qui se joue en nous peut se transformer en regard sur l'extérieur, sur l'autre. Ouais. Et donc, en ce moment, plusieurs partagent un petit peu ce qui se passe dans leur tête. Alors, parfois, ça donne du terrible. On va dire que, je sais pas moi, Lucie Laurier, David Lahaye, ils peuvent garder leurs opinions. Ils peuvent les garder pour eux, ça fera de mal à personne. Ouais. Mais parfois, ces accès à l'imaginaire des artistes, c'est une source de réflexion, c'est une source d'empathie, ça donne envie de se raccrocher aux autres, même s'ils sont loin. Et ces 2 textes sur lesquels je suis tombée, c'est la preuve d'abord de 2 imaginaires qui n'ont pas abdiqué, ce qui est très beau. Ouais. Et honnêtement, ils ont eu sur moi le même effet qu'un film. Donc, ça a réveillé toutes sortes de sentiments, de réflexion, d'envie d'ouverture qui m'ont fait beaucoup de bien. Donc, je me suis dit que j'allais vous en parler aujourd'hui. Allez-y. Alors, Pedro Almodovar, c'est l'homme qui n'a jamais gagné de Palme d'Or. Ken Loach, lui, il en a gagné 2. C'est d'un côté le latin exubérant, émotif, de l'autre le britannique, engagé, terre à terre. C'est un peu comme l'identité québécoise, ce savant mélange d'extériorité du Sud et de réserve du Nord. Donc, les 2 marchent bien. Mais c'est aussi 2 textes que j'aime bien parce qu'ils prennent un chemin différent, mais ils disent grosso modo la même idée, c'est-à-dire que c'est surtout le repli sur soi, l'individualisme qui vont nous tuer en bout de compte. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention. Je commence avec Pedro, le brave Pedro, qui depuis le 30 mars tient un journal de confinement dans un quotidien espagnol. C'est repris en anglais sur le site du British Film Institute ou dans IndieWire. Alors, bon, bien sûr, les journaux de confinement, on en a beaucoup parlé. Nous, on a Marie-France Bazot qui fait ça au Québec. Oui, tout à fait. Sur l'actualité. Et qu'il fait de façon assez je trouve qu'elle manie très bien le personnel et le politique. Elle arrive à trouver l'espèce d'équilibre entre les deux qui est assez chouette. Tout à fait. Mais c'est vrai que souvent, en tout cas ceux auxquels on a eu accès, c'était surtout pour étaler une espèce d'indifférence des bourgeois au vrai monde. Et on en avait un peu ras-le-pompon. Mais celui du bon Pedro Almodovar, je vous en parle parce que c'est différent. Vendredi dernier, il en a fait plusieurs, mais celui de vendredi dernier m'a beaucoup touchée. C'est un texte qui s'appelle La Tristeza, la tristesse, et qui réunit, plusieurs réflexions qui peuvent rendre triste, mais pas seulement. D'abord, il commence par nous parler de cette espèce d'étrange état dans lequel on se trouve tous quand on apprend les chiffres du jour. Vous savez, toutes ces conférences de Monsieur Legault qui commencent par « voilà les chiffres du jour ». Et Pedro Almodovar, il exprime très justement ce drôle de sentiment qu'on a quand on les écoute parce que on n'arrive pas à se réjouir quand ils diminuent. Et lui, son exemple, il est très concret, très frappant. Il écrit vendredi dernier: je n'arrive pas à me réjouir alors qu'on annonce 683 morts, quand la veille, c'était 700. Et c'est vrai que ça nous met dans un état complètement impossible. Comment est-ce qu'on peut être heureux face à tout ça ? Habilement, Pedro Almodovar part de cette idée-là, de comment est-ce qu'on peut être heureux pour revenir à l'idée presque fondamentale de bonheur domestique. Donc, il faut commencer par essayer d'être heureux chez soi. Et Pedro étant Pedro, on l'a vu dans tous ses films, ça passe d'abord et avant tout par l'état de notre libido. Ah, bah oui. Alors, il raconte plusieurs conversations qu'il a eues au téléphone avec des amis. Pour certains, qui ne sont pas la majorité, c'est mieux que jamais. Et après les discussions qu'il a eues, Pedro Almodovar nous dit c'est normal peut-être parce que le chaos est tellement généralisé que ça
peut nous libérer de nos petits problèmes quotidiens. Et donc, ça permettrait d'avoir une libido exacerbée bien. Et les chiffres de l'industrie du sexe auraient même tendance à montrer la même chose. Apparemment, les chiffres de vente des sextoys, ça explose. Le sexting, la consultation de porno en ligne. Et d'ailleurs, je me permets une petite parenthèse dans les idées de Pedro Almodovar ici pour dire que oui, il y a apparemment une libido peut-être plus saine qui arrive à s'exprimer ces temps-ci, mais on assiste aussi à une recrudescence assez dégoûtante des comptes ficha sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire ces comptes où des petits cons vont diffuser des photos de nus, souvent d'adolescentes, avec leur nom, prénom et parfois numéro de téléphone. Ah, ouais, bon, alors, il y a une armée de jeunes gens en ce moment qui sont sur les réseaux sociaux et qui surveillent, qui dénoncent ces comptes-là. Mais j'ai lu ça dans un article du Monde très intéressant où ces jeunes-là nous expliquent que c'est un peu comme les cafards, vous en tuez un et il y en a 1000 autres qui apparaissent. Ouais. Donc, faites attention, encore une fois, soyez vigilants. Si jamais vous voyez ça, dénoncez, n'hésitez pas. Je reviens à Pedro et à nos élans sexus. Pour la plupart de ses amis, c'est-à-dire lui-même inclus, c'est plutôt le contraire qui se passe. C'est-à-dire que la libido a complètement foutu le camp. Ouais. Et il le dit lui-même, ça l'a abandonné parce qu'il est trop triste. Ouais. Et c'est là que ça devient intéressant parce que, comme dans ses films, son imaginaire l'a poussé à réfléchir à d'autres gens pour qui la question de la sexualité est primordiale, c'est-à-dire les prostituées. Oui. Prostituées, c'est les héroïnes almodovariennes par excellence. C'est des femmes que d'habitude on a tendance à ignorer, mais qui là, durant la crise, sont devenues complètement invisibles. Mais Pedro, lui, il les oublie pas et il parle d'un cas qui lui a inspiré l'idée d'un film à venir que je trouve très très belle. C'est ce cas d'une prostituée en Espagne qui, pour un prix réduit, a décidé de passer sa quarantaine avec un client. Ah, ouais. C'est assez étonnant. C'est très étrange, mais apparemment, oui, c'est un des cas qui a allumé l'imaginaire de Pedro et le nôtre aussi. Mais le problème, comme il le dit lui-même, c'est que pour en faire un film en Espagne, que ce soit aujourd'hui ou demain, ce sera extrêmement difficile parce que, en Espagne, le ministre de la Culture a décidé que aucune aide ne serait donnée au secteur de la culture. Ah ouais. Rien du tout. Mon Dieu, c'est drastique. C'est extrêmement drastique. Alors, depuis vendredi dernier, il y a eu quelques protestations. Peut-être que ça va s'ajuster, mais pour le moment, ils n'auront rien. Alors, Pedro Almodovar étant aussi un homme très engagé, il s'en prend dans cette lettre au ministre, Rodríguez Uribes, qu'il décrit comme un politicien sans envergure, mais il s'en prend surtout à son pays en entier. Et il fait un peu l'historique de ce que lui appelle le passif d'abandon des artistes, ou comment l'Espagne, finalement, n'a jamais soutenu sa propre culture et a toujours laissé les artistes un peu se démerder tout seuls. Alors, on souhaite bonne chance aux Espagnols, évidemment, mais on souhaite bonne chance à nous aussi, parce que moi, je veux le voir, ce film. Almodovar, donc, il part du plus intime pour arriver au politique. Et c'est ce lien-là fondamental qui va l'unir au bon Ken Loach. Ken Loach, lui, le texte qui est apparu cette semaine sur Internet, il est plus classique, c'est une longue entrevue qu'il a donnée à France Inter. Et si vous voulez, bon, Almodovar, c'est un peu de kink, beaucoup d'émotions. Ken Loach, c'est le contraire, il y va tout droit en tirant à boulet rouge sur le gouvernement britannique et en particulier la privatisation. C'est d'ailleurs le sujet de son dernier film, Sorry We Missed You, qui est sorti en début d'année, en fin d'année dernière. Je pense qu'on peut déjà le voir sur les réseaux. Et c'était l'histoire d'un chauffeur de livraison pris dans un système privatisé complètement inique, complètement injuste. Alors, dans cette entrevue, Ken Loach, bon, il parle de l'incapacité de son gouvernement à anticiper, mais surtout, il se concentre sur les travailleurs, les hommes, les femmes qui travaillent, sur les souffrances extrêmement graves que ces gens-là rencontrent parce qu'ils travaillent souvent sans protection, sans sécurité d'emploi, à des salaires misérables. Ouais. Et tout ça, c'est causé évidemment par des gens qui n'ont aucune conscience des vies humaines, qui prennent des décisions dans des bureaux très loin. Et il le raconte, et ça nous touche, nous, directement, parce qu'on vit un peu la même chose. En Grande-Bretagne, toutes les maisons de retraite sont gérées par des sociétés privées. Ah oui. Qui exploitent les travailleurs, évidemment, ce que la crise met en relief de façon extrêmement douloureuse. Et il conclut, Ken Loach, sur cette parole assez terrible. Il dit « On a un gouvernement de droite qui démantèle le service public. Leur idéologie, c'est la privatisation et pas la propriété collective. » Et effectivement, on voit les limites aujourd'hui de cette approche-là, en Grande-Bretagne, mais aussi ici, mais aussi tout le monde. Et
le texte l'entrevue de Ken Loach, elle devient très belle parce que, au contraire de Almodovar qui partait de l'intime pour arriver au politique, Ken Loach, lui, il part du politique et il arrive à l'intime, comme dans ses films. Et c'est pour ça que c'est des merveilleux moments d'humanité, ces films. Et il finit sur ces mots qui, quand je les ai lus, moi, ça a vraiment résonné très fort. Il écrit: pendant la crise, les gens sont devenus des bons voisins. Ils se préoccupent de la personne qui habite à côté, du vieillard au coin de la rue. Ils prennent soin des enfants. L'air est plus pur. C'est comme si on était devenus responsables les uns des autres. Et je trouve ça très, très beau, en fait. C'est cette idée que c'est autour de nous qu'on peut faire du bien. Et Loach et Almodovar... Sauf qu'Hélène, j'ai hâte de voir quand le confinement va être terminé, si cette belle solidarité... va continuer. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est une solidarité intéressée. C'est-à-dire que oui, on fait attention à tout le monde parce qu'on a peur peut-être de l'attraper. Mais là, quand parce que là, le déconfinement va commencer, entre autres, dans les écoles bientôt, dans les entreprises. Et là, il va y avoir des entreprises ouvertes. Il va y en avoir qui vont être fermées. Donc, il y a des gens qui vont en profiter. Alors là, je pense que nos instincts un peu plus primitifs du chacun pour soi, en tout cas, je le souhaite pas, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, en fait. J'ai hâte de voir aussi. C'est pour ça que des fois, je me réfugie dans les imaginaires des cinéastes qui me font croire que ça se peut, que peut-être qu'après, ça va être mieux. Et ce que j'aime beaucoup dans les deux, c'est que finalement, ils parlent de la même chose. C'est-à-dire, ce qui est essentiel en ce moment, c'est cette idée de proximité. Parce que oui, les décisions politiques, elles ont d'immenses conséquences sur l'intime, mais c'est sur l'intime qu'on peut agir. C'est tout ce qu'on peut faire en ce moment. Que ce soit en réfléchissant, en essayant de transcender notre libido en berne, de constater que c'est autour de nous qu'on peut faire du bien. Et ça paraît bête, mais avec cette chronique, avec cette présence chaque semaine dans cette merveilleuse balado, c'est ce que je peux essayer de faire. Donc, j'y vais avec l'essentiel, c'est-à-dire pour moi les films. Puis Pedro Almodovar d'ailleurs le fait à la fin de chacune de ses chroniques, il fait une longue liste de suggestions. Dans celui-là, c'était Ascenseur pour l'échafaud ou La peau douce de Truffaut. Pourquoi pas les revoir, ça fait du bien. Mais moi, je vais vous en donner deux, des garanties, des films garantis. Qui vous font expérimenter le monde dans ce qu'il peut avoir de plus magnifique, mais aussi de plus terrible. Et c'est mes deux films préférés de Pedro Almodovar et de Ken Loach. Je commence par Ken Loach, on écoute un petit extrait. I'm with Lovis, man, after all that time cooked up in that fucking cell. Paradise, man. You're fucking dancing me, man. This is just go. I know where the stashy drugs. And another thing, no using. We're no junkies, right? And all of this goes to the caravan. Alors, quel est ce film? Il s'agit de Sweet 16 qu'il a réalisé en 2002. Bon, évidemment, Ken Loach, j'aurais pu en choisir plein d'autres, mais celui-ci, moi, il me touche particulièrement. Ça se passe en Écosse, puis c'est l'histoire d'un jeune homme de 16 ans, évidemment, Sweet 16. Sa mère est toxicomane et elle est en prison. Et pendant qu'elle est en prison, il veut que sa sortie de prison soit belle, et donc il veut lui offrir une caravane. Alors, pour trouver l'argent... Un Winnebago. Un Winnebago, exactement. Et pour pouvoir trouver l'argent, il va se mettre à vendre de la drogue. Et ça va plutôt pas mal jusqu'à ce que sa mère sorte de prison. Et là, les choses vont vraiment se compliquer. Prix du scénario à Cannes, un film qui a été bizarrement censuré parce qu'il est très vulgaire. On y dit beaucoup le mot fuck, beaucoup le mot cunt. Et ça a beaucoup choqué les autorités britanniques qui l'ont interdit aux moins de 16 ans alors que ça s'adressait quand même à eux. C'est un film absolument magnifique, bouleversant sur la réalité de ce que c'est qu'être un ado qui veut s'en sortir et qui ne trouve pas d'autre moyen que celui de vendre de la drogue. C'est toute l'humanité de Ken Loach concentrée en un film absolument magnifique. C'est disponible sur iTunes et je vous le conseille. Non, pas je vous le conseille, je vous garantis que vous allez aimer ce film. Vous nous obligez à le regarder, en fait. Je vous oblige à le regarder, ça fera de vous des meilleurs êtres humains. Voilà. Et on va y aller avec Pedro Almodovar aussi, qui lui est peut-être plus connu, j'ai l'impression, comme cinéaste, ou en tout cas, il y a eu une couverture médiatique plus étendue au cours des dernières années. Oh, c'est sûr, et puis plus flamboyant aussi, peut-être plus facile à aimer. Mais le film dont je veux vous parler, c'est La Mala Educación, La Mauvaise Éducation, film de 2004. Ça se passe dans les années 80. On a deux garçons qui se retrouvent et qui se rappellent des années 60, alors que tous les deux étaient pensionnaires dans une école religieuse. Oui, il va se passer ce que vous imaginez, évidemment, dans cette école religieuse. Almodovar, bon, je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup filmé les femmes, mais dans ce film-là,
pour une fois, il concentre son regard sur les hommes, il les filme avec désir, avec sensualité. C'est aussi une des premières fois où il aborde une partie plus biographique de son existence. C'est un film tragique, mais en même temps complètement lumineux. Et puis Gaël Garcia Bernal, je crois, n'a jamais été aussi bon que dans ce film-là. On est entre le kitsch mélo qu'on connaît d'Almodovar, mais aussi un pessimisme un peu plus paranoïaque. C'est plus sombre que d'habitude. C'est là aussi un film magnifique qui vous montre comment on peut transcender certains traumatismes qui pourtant sont assez tragiques, assez dramatiques. Ce film-là, aussi sur iTunes, mais on peut aussi le voir sur le Criterion Channel. Ah ben oui. Un investissement à faire en ce moment, je vous garantis. Les meilleurs films du monde, à peu près $100 par année. C'est un autre service de visionnement en ligne, mais celui-là, il est garanti chef-d'œuvre. Ouais. Alors, on va l'écouter tout de suite un extrait. Y uno, cambio. Por mi culpa, por tu culpa. Hola, señor Berenguer. Buenos días, padre Manolo. Ignacio. A un niño de 10 años no se le quiere. Se le acosa. Se abusa de él. Bon, et là, avant de terminer, Hélène, je vais revenir sur une conversation privée qu'on a eue. D'accord. Mais non, c'est okay. Non, mais c'est parce qu'on en a entendu beaucoup parler. C'est le film Le portrait d'une jeune fille en feu. Ouais. Et que j'ai vu cette semaine avec votre épouse. Non, elle serait pas contente. Avec ma blonde. Et on a trouvé... Évidemment, on avait beaucoup d'attentes parce que tout le monde nous parle de ce film-là, beaucoup. Et on était un petit peu déçus, je dois l'avouer. Et je voulais vous entendre. Ouais, évidemment, c'est un beau film, tout ça. En fait, on a trouvé... En fait, peut-être nous expliquer un peu... nous parler de la réalisatrice parce qu'il y a une démarche derrière ça. C'est sûr. Oui, et je trouve que la démarche, elle prend beaucoup de place. Ben, Céline Sciamma, qui a réalisé ce film-là, elle a scénarisé aussi. C'est son 4e film. Elle avait commencé avec La naissance des pieuvres, qui avait été le premier rôle de Adèle Haenel qu'elle retrouve dans Portrait de la jeune fille en feu. Ouais. Ensuite, elle avait fait Tomboy sur une petite fille qui pense être qui se sait être un garçon et qui essaye de vivre selon son identité. Ouais. Ensuite, elle avait fait le scénario aussi de Ma vie de courgette, qui avait été un très, très aimé, un film d'animation très beau, très joli sur un petit orphelin. Elle avait aussi fait Bande de filles, qui malheureusement était inédit au Québec. Et puis ce 4e film, c'est effectivement celui qui l'a fait reconnaître aux yeux du grand public, qui l'a révélé. Céline Sciamma, elle est passée à Cannes, elle a gagné le prix du scénario avec ce film. Ça se passe, je crois, au XVIIe siècle, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est pas clair, hein? Je pense, je crois 17e, sur une île quelque part en Bretagne. Et c'est une peintre qui est appelée pour faire le portrait d'une jeune fille qu'on doit marier. Oui. Et donc ce portrait doit servir à vendre la jeune femme. Voilà. Et il y a eu plusieurs tentatives qui n'ont pas fonctionné avec d'autres peintres, masculins entre autres. Mm-hmm. Et rapidement, on sait très bien ce qui s'en vient. Et j'ai trouvé quand même qu'il y avait un petit côté... on nous enfonce un peu les idées actuelles sur un certain féminisme, j'ai trouvé un petit peu. En fait, puis ma blonde, qui est beaucoup plus que moi là-dedans, dans la réflexion féministe, trouvait que c'était un petit peu amené de façon crowbar, en fait. C'est drôle parce que moi je trouvais ça au contraire très incarné. J'avais assez peur du côté très théorique ou cérébral de ce film-là, et au contraire il y a quelque chose dans la sensualité, dans le côté charnel qui m'a beaucoup plu. Puis ce que j'ai aimé en fait, c'est la façon dont elle invente, ou elle montre peut-être pour la première fois ce qu'on pourrait appeler un female gaze. Oui, il y a ça, oui, et qui est beaucoup plus subtil, cela dit, parce qu'en fait c'est ça, mais en fait on a trouvé ça froid, justement, on n'a pas trouvé ça sensuel. Puis c'est peut-être correct, cela dit, parce que justement on s'éloigne du male gaze que vous avez déjà abordé dans cette balado-là. Mais tu sais, bon, là, il y a un petit bout avec les sorcières, il y a un petit bout, on voit les aisselles poilues. T'sais, on avait l'impression que c'était tout le credo féministe, puis je le dénonce pas, ce credo-là, c'est pas ça que je veux dire. On trouvait que c'était désincarné, c'est-à-dire qu'on se sentait pas dans cette époque-là. On avait l'impression que c'était un décor, des personnages, oui, mais avec un discours d'aujourd'hui. Et en fait, on avait de la difficulté à se dire que ça s'est probablement pas passé comme ça.
Il y avait comme oui, c'est ça, un petit peu. Mais peut-être que je me trompe. Là. On l'a regardé jusqu'au bout, cela dit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le regarder, mais j'ai été déçu un peu parce que j'avais tellement entendu parler de ce film-là. Ouais, je comprends. Mais d'abord, juste un truc, quand je donnais, jadis naguère, des cours à des étudiants, je leur disais toujours, il n'y a pas de bonne réponse en cinéma. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas aimé un truc que tout le monde a aimé qu'on a tort. Il n'y a pas de bonne réponse, on aime, on n'aime pas, ça, on peut pas le commander. Moi, j'avoue que c'est un film qui m'a profondément transportée, qui m'a donné à voir le désir entre deux femmes, ce que j'avais pas l'impression d'avoir beaucoup vu au cinéma. Ça, c'est possible. Ou sous l'angle un petit peu plus crapuleux d'un homme qui regarde. Là, j'ai trouvé que c'était une histoire d'amour à la fois simple et très enlevante et qui parlait au fond de liberté, de ce que c'est que la liberté quand on est une femme et qu'on est enfermé dans des carcans. Ceux-là sont historiques, mais ils restent les mêmes aujourd'hui. Oui, non, mais ça, c'est vrai. Oui. Donc peut-être que oui, il y a un regard un peu anachronique, on va dire, aujourd'hui qui regarde hier, mais j'ai l'impression que ce dont elle parle, c'est des enjeux qui sont toujours aussi vifs aujourd'hui. Ah ben oui, non, mais tout à fait, oui, tout à fait, c'est pas ça. Mais je trouvais que le cadre choisi, puis c'était très français aussi, là, les grosses robes, puis on aime ça, puis on se vouvoie, puis non, mais on aime ça en France, ces films-là aussi, là, d'une autre époque. Bon, mais c'est drôle parce que j'ai revu La vie d'Adèle il y a 10 jours à peu près. Bon, et là, on peut parler un peu plus de male gazing. Sauf que je trouvais que le désir entre deux femmes était au-delà de l'œil du cinéaste masculin dans La vie d'Adèle, mais on le sentait beaucoup plus que dans Portrait d'une jeune fille en feu. On sait qu'on avait le souci de justement pas faire du gazing, puis en faisant pas, on a enlevé cette charge. Un peu froid, peut-être. Ouais. Peut-être que ça manque un peu d'érotisme, c'est vrai. Mais je pense qu'elle voulait tellement parler de ce que c'est que la liberté au féminin qu'elle s'est peut-être un peu coupée. Il n'y a pas d'hommes aussi. J'ai trouvé ça cool aussi. Il n'y a à peu près pas d'hommes, sauf une fois. En fait, oui, il y en a un qui l'accompagne sur l'île. C'est ça. Puis il vient la chercher aussi. Et un petit mot aussi sur un autre film que j'ai revu, que j'aime beaucoup. Je vous ai jamais entendu sur ce film-là. J'ai l'impression que c'est un film qui a été un petit peu snobé. C'est Monsieur et Madame Abelman. De Nicolas Bedos, voilà, et de Doria Tillier, je pense qu'il faut le dire aussi, parce qu'à l'époque, ils étaient un couple et ils ont écrit le scénario ensemble. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est vraiment une comédie romantique, mais avec des dialogues acérés sur le milieu littéraire français d'aujourd'hui. Et j'ai l'impression que ce film-là a été un peu snobé. Est-ce que je me trompe? Non, je pense pas que vous vous trompiez. D'abord, s'appeler Nicolas Bedos et être le fils d'un grand humoriste qui était Guy Bedos. C'est sûr qu'on part avec 2 coups en moins. On peut avoir plus à prouver que d'autres. Et Nicolas Bedos, avant d'être cinéaste, parce que c'était son premier film, si je ne m'abuse, c'était un humoriste qu'on a vu entre autres dans On n'est pas couché. Et peut-être qu'il y a ce fait-là aussi, mais je trouve que c'est bien tourné ce film-là et c'est vraiment drôle. Moi, j'étais moins touchée que vous, je pense. Ça m'a un peu moins plu. Je trouvais ça très bobo, quand même, comme histoire d'amour. Mais ceci dit, c'est pas désagréable non plus. J'aurais pu craindre pire de la part de Nicolas Bedos. Finalement, c'est pas aussi moche. Ça m'a pas nécessairement parlé, mais je le déconseillerais pas non plus. OK. Ben écoutez, on va remettre, je pense, les suggestions pour Portrait d'une jeune fille en feu. Et là, je veux pas comparer les deux films, évidemment, là, mais j'aimerais entendre les auditeurs et les auditrices là-dessus. Parce que je trouve des fois que y a des consensus un peu diffus qui s'installent et on a de la misère à dire que quelque chose est bien ou pas bien ou parce qu'on a tellement entendu parler. Non, il faut pas, je le sais, mais je pense que j'aimerais beaucoup entendre nos auditeurs et nos auditrices là-dessus. Alors, Hélène, merci beaucoup encore une fois pour une autre belle chronique. On se reparle la semaine prochaine. J'ai déjà hâte. Moi aussi. Au revoir. Bye. Je veux pas qu'on se retrouve avec des énormes problèmes de santé mentale dans les prochains mois, là, donc il va falloir, à un moment donné, tranquillement, déconfiner. Corona 19. Alors, on rejoint Godefroy Lorando qui, cette semaine, va sûrement mieux sonner que la semaine passée, Godefroy. Ah, mais Fred, quand on s'est parlé la dernière fois, je sonnais bien chez nous, mais c'est la transition entre chez nous et chez vous qui fonctionnait pas. Ben oui, vous étiez surtout sur le téléphone. Ah, sur le téléphone, il n'y a rien qui marchait, puis on s'était un peu presque
on était un peu triste d'après avoir repris l'intro 4-5 fois. Et là, aujourd'hui, il semblerait qu'on a tout ce qu'il faut pour que ça sonne vraiment mieux. Ouais. Et je suis très, très content parce que je vais pouvoir m'attarder au contenu. Parce qu'il n'y a rien comme une chronique un peu lourde qu'on n'entend pas bien. Tout à fait. On essaie d'éviter ça. Ouais. Et il y a un endroit aussi où ça va mieux. Et c'est en Italie, il paraît-il. Fred, c'est vrai qu'en Italie, déjà pendant la crise, pendant que dans les hôpitaux, ça allait vraiment, vraiment pas bien, il y a des gens qui étaient très émus de voir qu'on voyait le fond des canaux à Venise ou qu'on voyait des dauphins dans les supermarchés. Personnellement, moi, de voir plus de moufettes ou des marmottes sur Van Horn à Montréal, je ne crie pas victoire. Ça me laisse froid. Comme bien des gens, je me dis... C'était un beau caribou, là. Sur le viaduc. Caribou, mais je ne donnerai pas cher de sa peau, Fred, au mois de septembre, quand on va frapper la deuxième vague. On ne va pas juste frapper la deuxième vague, on va frapper le caribou, tout simplement. Fred, est-ce que la question qu'on se pose, c'est combien de personnes auront lu le livre de notre excellent ami Yves-Marie Abraham sur la décroissance pendant la crise? C'est ce que moi j'espérais. Moi, je l'ai acheté, Fred, pour le prêter, ce livre-là. Oui. Et je fais ma part en ce sens-là, mais je suis assez sceptique sur quels seront les impacts à long terme vraiment sur les villes, sur cette merveille. Là, je suis sur Saint-Denis en ce moment, Fred, je pourrais parler avec la fenêtre ouverte, ce que je ne pourrais pas faire dans 2 mois parce qu'il va y avoir trop de voitures. Mais là, c'est à cause des travaux, c'est à cause de la COVID? Non, c'est à cause de la COVID. Les gens sont chez eux encore. Ils recommencent tranquillement. Là, j'ai vu des gars de la construction passer, mais on n'est pas nombreux. Il n'y a pas encore beaucoup de profs qui se promènent. Non, ça s'en vient. Mais Fred, est-ce que c'est possible de ne pas revenir au même point après la crise, au moins à certains endroits? Et vous parlez de l'Italie. Il y a à Milan, donc en Lombardie, un des endroits où ça a frappé le plus fort et ça a frappé les esprits. On prépare l'Italie d'après-COVID, ou l'Italie post-COVID, qu'on appelle là-bas Italia post-COVID. Ah! Hein? Ouais, j'ai étudié l'accent, Fred. Oui. Et ce que je constate, c'est que c'est une des régions normalement les plus polluées d'Europe. Je ne savais pas ça. Et là, les Milanais ont découvert ce que ça pouvait dire, ce que ça voulait dire de vivre sans le brouillard brun. Oui. Ou ce qu'on appelle là-bas la nebbia marrone. Oui, la smog. Hein? La nebbia marrone. Et, on s'excuse pour la communauté italienne. On le sait qu'on va avoir des plaintes. Là, parce qu'on... écoute, Fred, c'est fait en tout respect. J'ai étudié l'accent tonique pour être capable d'avoir l'air moins fou. Mais les autorités, Fred, vont profiter de l'été sans touristes pour transformer 35 km de rue de Milan en piste cyclable. Wow. C'est une expansion très rapide et expérimentale pro-déplacement actif. Mais est-ce qu'ils étaient vélo quand même pas mal avant la COVID en Italie ou c'était... Je pourrais pas dire, Fred, parce que c'est une des villes les plus polluées d'Europe, donc forcément, il y a de l'industrie, il y a des gens qui se déplacent en voiture comme partout. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une ville qui a un potentiel intéressant pour le déplacement actif. Le déplacement moyen quotidien des gens pour aller travailler, c'est 4 km. Et 4 km en vélo, là, c'est vraiment envisageable. Voyez-vous, moi, le matin, j'ai un 11 km à faire le matin, puis ça me prend, c'est quand même 35 minutes de vélo rapide. Donc, c'est pas pour tout le monde. Tandis que 4 km, là, avec un petit panier fleuri en avant, je pense que tout le monde est capable. Oui. Mais, donc, ce projet-là s'appelle Strade Aperte. Ça veut dire les rues ouvertes. Et c'est quand même intéressant donc de voir qu'on ne reviendra sans doute pas au même point. Ça ne veut pas dire que les gens vont adopter le moyen de transport automatiquement, mais ça me semble être une avenue intéressante. Par contre, vous savez que ça me fait penser sur Beaubien. Hier, je suis allé prendre une marche parce que ma semaine a été... le confinement a pesé beaucoup cette semaine dans ma vie. C'est vrai? Oui, c'est la pire semaine à date. Là. Je suis un curé. Je suis allé marcher, mais je me suis rendu compte que je ne sors pas assez. Mais, ça, c'est sûr. Oui, mais et sur Beaubien, ils ont installé des clôtures, des clôtures en métal pour élargir les trottoirs. Évidemment, ça ne restera pas après la crise, mais je me suis mis à rêver hier que ça reste. Ah ouais, hein? Ouais. Vous savez comme moi que quand les voitures vont reprendre leurs droits, ce qui est tout à fait normal, les gens vont retourner. Les lois n'ont pas changé. Non, je sais. Mais donc, 35 km de rue transformée en piste cyclable dans une ville qui fait comme un 15 km d'un bord à l'autre, c'est significatif. Ben oui. Et j'aimerais ça prévenir, par contre, je sais qu'on a beaucoup de gens, Fred, qui nous écoutent depuis la Lombardie. Oui. Et moi qui vais travailler tous les jours en vélo, j'aimerais les prévenir qu'ils vont découvrir, s'ils font vraiment du vélo tous les jours, ils vont découvrir une minorité d'automobilistes que moi j'appelle quotidiennement dans mon italien de tous les jours i mangio di mardi di calis. Alors, j'aimerais ça prévenir les gens de Milan. Hein. Attention, les mangeux de marde, il y en a partout. Oui. Mais Fred, ceci dit, c'est
quand même, ça veut dire qu'on commence à penser à l'après et pas seulement à faire repartir l'économie à 100%, mais il y a peut-être d'autres détails qui vont s'ajouter. Par contre, évidemment qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la crise qui se poursuit ici. On a parlé du déconfinement la semaine passée. On va laisser les choses aller un peu avant d'en reparler, mais c'est vous, Fred, qui m'avez envoyé un article qui m'a captivé. Et vous savez, Fred, que je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'aspect un peu compliqué des fois des éléments scientifiques qu'on entend partout. Et celui-là, là, vraiment, j'ai été complètement jeté à terre. Vous m'avez bien compris, Fred. Je me suis senti moins seul malgré le confinement. Je vous ai bien stimulé. Absolument. Je suis stimulé. Écoute, je pense que c'est un confinement assez stimulant. Stimulant, toi. Si. Et Fred, ce dont cet article-là parlait, Fred, c'était d'une crise pas parallèle, mais qui est sous-jacente à la crise. Un phénomène, actuelle. en fait. C'est un phénomène, mais il faut comprendre une chose avant d'en parler, c'est que mettre des gens sous intubation, ce que ça implique, là, c'est de leur rentrer un tuyau dans la trachée, donc la gueule ouverte en permanence. Il faut les endormir profondément, donc on les maintient dans un coma artificiel qui peut durer des fois 10-15 jours. Oui. On leur passe une sonde dans la vessie, une sonde dans l'estomac aussi, et ça prend du monde pour travailler autour de ces gens-là. C'est une catastrophe pour le système de santé d'avoir autant de gens à intuber et c'est en plus une catastrophe pour les patients parce que chaque semaine d'intubation, Fred, veut dire pour un patient en santé de 5 à 6 semaines d'une réadaptation difficile. L'aspect ventilation artificielle... On a parlé à la balado, il y a un médecin qui nous a expliqué... Exactement. Et c'était pas du tout invitant. Non, c'est pas invitant du tout. Choisissez quel tube vous inquiète le plus. Ouais. Personnellement, le fait d'être avec un tube dans la trachée, c'est quelque chose qui vraiment qui frappe mon esprit pour vrai. Ouais. Mais là, l'histoire là-dedans, c'est que les gens arrivent à l'urgence et c'est ce que nous explique l'urgentologue Richard Levitan, qui lui est un spécialiste donc des urgences, qui est allé passer 10 jours à l'hôpital de Bellevue en répondant à l'appel du gouverneur Cuomo. C'était pas son district. Et quand il est rentré là-dedans, on lui avait dit « Watch out, docteur, vous allez voir, ça ne ressemble pas du tout à ce que vous connaissez. » Et la principale différence, Fred, c'est intéressant, c'est pas des résultats de recherche. C'est vraiment... Non, mais il l'a dit dans l'article a été publié dans le New York Times, et c'est dans la section opinion des lecteurs, c'est que lui a envoyé ça, puis il dit « Gars, c'est une hypothèse. » C'est une hypothèse, mais ce que j'ai compris, Fred, parce que j'ai tendu la perche à des spécialistes, j'ai fait comme Legault, j'ai dit « Est-ce que les spécialistes pourraient nous aider? » Et j'ai eu un appel d'un pneumologue à qui j'ai parlé presque une demi-heure et qui a dit « Effectivement, les recherches ne sont pas encore là, mais dans une situation comme celle de la COVID où tout va tellement vite... » On prend tout ce qui passe. On prend tout ce qui passe et il y a certaines pratiques qui sont peut-être envisageables de changer en fonction de ce que ce docteur-là proposait. Et c'est fascinant, Fred, parce que depuis le début, moi, je lis et j'écoute beaucoup, parmi tout ce que j'écoute, des cas vécus de médecins aux urgences qui décrivaient dans les premières semaines de quoi ça a l'air un patient COVID qui arrive à l'urgence. Et il y a quelque chose d'anormal, c'est-à-dire la personne est en détresse respiratoire sévère, mais elle est assez relaxe finalement. Elle se plaint de mal de tête, elle se dit, voyons, je ne file vraiment pas. Et c'est le premier article où vraiment j'ai une hypothèse qui me permet de comprendre ce que je lis depuis des semaines. Et ça, pour quelqu'un comme moi, Fred, comprendre un phénomène, c'est quelque chose qui est emballant. Bon. Et là, de dire ce que je viens de dire, hein, on dirait la même chose en secondaire 4, mettons. Oui. Et ça pourrait nous... Vous valoir une claque à la gueule dans la cour d'école. Exactement. Ou une version secondaire 4 du confinement ou de la distanciation sociale que vous n'auriez pas choisi. Oui. Mais en même temps, je regarde, Fred, aujourd'hui, qu'est-ce qui me permet là, d'être respecté par les gens de partout? Hein? C'est de parler de science devant vous, Fred. Oui. Les choses changent. Oui. Et là, regardez qui est notre vedette nationale. C'est un semi-dodu avec un nom qui ne vient pas d'ici. Hein? Horacio Arruda. J'aimerais ça savoir au secondaire comment ça s'est passé pour lui. Hein? Je ne sais pas. Oui. Et je suis content de savoir ça. Fait que, bref, j'étais très content de lire ça. Fred, la grande question, pourquoi est-ce qu'on intube normalement des patients à l'hôpital? Donc, pas dans un cas de COVID. Ça va être quelqu'un qui va avoir eu un choc traumatique extrêmement important qui fait qu'il tombe en arrêt respiratoire, donc un immense accident de conduite, ou quelqu'un qui est en overdose, qui est en arrêt respiratoire, son centre respiratoire du tronc cérébral tombe à zéro et pour pas qu'il meure, on le fait respirer artificiellement. Ou les quelques rares personnes conscientes, ça va être des gens qui donnent toute l'énergie du désespoir qu'ils ont pour respirer. Et de toute évidence, ces gens-là sont en panique depuis longtemps. Or,
Les gens qui arrivent Avant que vous poursuiviez, Godefroy, moi, je fais de l'asthme allergique depuis des années. Qui n'est pas de l'asthme à l'effort. Là. Il y a 2 sortes d'asthme. Il y en a peut-être même plus que 2. Mais les 2 grandes familles d'asthmatiques, c'est ceux qui font de l'asthme en réaction à des allergies et les autres en réaction à un effort. Moi, j'ai déjà fait des grosses crises d'asthme dans une autre époque, assez pour être hospitalisé. Et cette détresse respiratoire-là, moi, je l'ai déjà vécu. J'ai jamais été intubé, mais on m'a déjà mis en garde souvent de faire attention. Puis j'avais un rythme de vie aussi. Je fumais à cigarette. Bon, il y avait... J'ai des souvenirs. J'étais comorbide à plusieurs niveaux. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. Mais c'était pas l'obésité. Mais quand j'ai lu l'article, ça m'a fait penser à ça. C'est que il faut l'avoir vécu pour le comprendre. C'est qu'à un moment donné, vous vous fatiguez à tenter de respirer. Et c'est ça, la détresse respiratoire d'une certaine catégorie de personnes. Exactement. La détresse respiratoire classique, ce serait ça. Mais le tableau clinique d'un patient COVID, il va avoir le souffle court, mais il n'y aura pas tant une difficulté à pomper l'air. Ça ne rend pas compte. Par contre, si on mesure la saturation sanguine en oxygène, elle est catastrophiquement basse et des rayons X permettent dans la plupart des cas de voir une pneumonie terriblement avancée. Les malades qui arrivent à l'urgence ont des dommages aux poumons, mais ils sont pris eux-mêmes par surprise. Ce qu'on apprend dans cet article-là, c'est, puis je l'avais déjà entendu ailleurs, les gens se font brancher sur un moniteur qui va bientôt mesurer leurs signes vitaux pour éviter qu'ils meurent, et ils continuent de parler au cellulaire en même temps, parce qu'ils ne sont pas inquiets. En fait, ça explique les histoires qu'on entend où les gens disent « Ma mère de 81 ans était super en forme, j'y ai parlé au téléphone il y a 4 jours, et là, il y a 2 jours, elle est rentrée à l'hôpital, puis elle est morte ce matin. » Et voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, Fred? Et c'est là que j'ai vraiment appris quelque chose, non seulement sur le fonctionnement des poumons en général, mais spécifiquement sur la COVID. Et là, ça fait partie des épisodes, Fred, qu'il faudra peut-être écouter en petits morceaux. Mais je l'ai bien travaillé. Et puis, en plus, j'ai un bon son aujourd'hui, donc je suis assez confiant. Allez-y. Donc, rapidement. Ce qu'on intube, Fred, c'est la trachée. C'est le tube central. C'est comme le tronc d'arbre principal. Ensuite, il y a les bronches, qui sont les tuyaux, les embranchements, et ensuite les bronchioles. Puis finalement, au bout des branches, on en a déjà parlé, il y a cette petite bulle hyper sensible et fragile où se déroulent les échanges gazeux. C'est les alvéoles pulmonaires. On l'a déjà dit, quand l'inflammation s'installe, c'est là que ça frappe. Mais là, on parle plus précisément de l'inflammation. Cette membrane-là, Fred, imaginez-vous, comme disait Bobino à l'époque, un ballon de baudruche. Hein? Je me rappelle très bien d'avoir compris à l'époque que Bobino me proposait des expériences, que je ne pourrais jamais faire les expériences, puisqu'un ballon de baudruche, j'en avais pas. Et un jour, j'ai compris que c'était une balloune. Mais là, j'avais 17 ans et donc je ne pouvais plus faire les activités de Bobino. Mais bref, imaginez-vous un ballon, Fred. C'est le problème du français normatif. Des fois, on ne comprend pas. Oui, effectivement. Donc, en plus d'être héroïnomane, il parlait un français normatif. Fait que bref, imaginez-vous un ballon qui serait flasque, donc dégonflé. Si on veut le gonfler, il faut légèrement le mettre sous tension. Donc, on exerce une pression, on souffle dedans. N'est-ce pas? Oui. Et c'est un peu comme c'est la même chose pour nos alvéoles pulmonaires. Ce sont des petites bulles comme ça. Quand on inspire, l'air entre dans nos poumons et les petites ballons sont gonflées. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand on expire, donc quand on laisse l'air sortir, ces petits alvéoles-là, Fred, comme par magie, restent gonflés. Et c'est comme si votre ballon que vous dégonflez gardait sa forme étrangement. Et ça, c'est à cause d'un certain type de cellules, des alvéoles, qui libèrent une espèce de crème miracle que nous appellerons les surfactants. Et ça, c'est le vrai mot. Si on mettait des surfactants sur un ballon dégonflé, il reprendrait sa forme de ballon gonflé sans avoir une pression d'air à l'intérieur. Donc, c'est les surfactants, Fred, qui font que ces petites ballons-là, dans nos poumons, sont toujours prêtes à recevoir un échange d'oxygène. Or, Fred, et c'est ça la catastrophe, c'est que le coronavirus attaque les alvéoles et l'inflammation rend de moins en moins efficace la production des surfactants. Donc, chaque alvéole, de plus en plus, est moins bien hydratée par cette crème extraordinaire. Et là, éventuellement, la tension de surface créée par les surfactants n'est plus suffisante. Et là, l'alvéole s'effondre. Et tu as beau respirer, elle ne se gonfle plus. Et là, ce qui arrive, c'est que la transmission d'oxygène diminue et la saturation en oxygène dans le sang diminue aussi, mais on ne s'en rend pas compte. Et c'est ça qui est vraiment fascinant. Alors, Fred, on va faire une expérience ensemble. Et vous aussi à la maison. Donc, on est vraiment à Bobino aujourd'hui. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, là, c'est comme si on disait cornemuse. Ou passe-partout. Donc, Fred,
je vais vous demander quelque chose pendant que je vais continuer à vous parler. Oui. Et là, je vais choisir un sujet. Ça ne me dérange pas si vous perdez le fil. Faites juste arrêter de respirer. Prenez une respiration, Fred, et faites-moi un signe quand ça ne va pas bien. OK? À la maison, on fait la même chose. On retient notre souffle. 1, 2, 3. Alors, les pneumocytes de type 2, n'oubliez pas de me le dire quand ça ne va pas bien, ce sont eux qui libèrent les surfactants. Et un bébé prématuré qui naît avant 32-33 semaines, c'est son principal problème, c'est que ses poumons n'ont pas les cellules suffisantes pour produire le fameux surfactant et les alvéoles sont effondrées sur elles-mêmes et ne sont pas prêts à respirer l'air ambiant. Donc, selon mes calculs, Fred, vous devriez commencer à vous sentir pas bien. Alors, donc, c'est vrai, vous avez des très gros poumons. J'attends encore un peu. Vous savez que j'ai eu 2 enfants prématurés qui ont eu la chance de bien respirer. Alors, je sais à la maison, Fred, qu'il y a des gens qui commencent à mal filer et donc, je vais m'adresser à eux. Fred, êtes-vous là? Non, j'ai pesé sur un petit bouton mute sur ma console. OK. Alors, j'ai pris un respire. OK. Est-ce que vous avez senti, Fred, cette fameuse panique qui vient avec le fait de manquer d'air? Non, parce que c'est conscient. Eh bien... C'est-à-dire que j'ai arrêté de respirer consciemment parce qu'un chroniqueur vedette m'a demandé de le faire. Donc, OK, d'accord. J'avais pas la panique. Mais oui, mais quand vous avez commencé à dire... Quand vous avez dit, hey, je pense que là, les gens doivent commencer... Oui, là, j'étais un petit peu au bout de mon souffle. Là. Voilà, mais ce sentiment de panique, Fred, ça fait partie des signaux d'urgence. Le corps est bien fait. Hein? Quand on manque d'air, on le sait rapidement. C'est pas le genre d'affaire où, comme tu dis, par exemple, quand on est fatigué, on se dit « je me sens un peu fatigué, je peux continuer ». Mais on peut pas dire « j'ai besoin de respirer, je vais continuer à ne pas respirer ». Il y a un signal d'alarme qui est impossible à manquer, sauf que, et c'est ça la grande différence avec la COVID, Fred, dans l'hypothèse de ce médecin-là, écoutez bien ça, c'est que l'échange d'oxygène est très, très critique dans les poumons. Donc, si on perd la capacité d'alvéole, rapidement, on va manquer d'oxygène dans le sang. Mais l'échange de gaz carbonique, le dioxyde de carbone, les déchets qu'on expire à chaque respiration, eux autres, on peut perdre un demi-poumon, un tiers de poumon, puis on va être capable encore de faire sortir nos déchets. Et c'est le signal d'alarme, Fred, il vient du dioxyde de carbone. Quand vous retenez votre respiration là, et que vous sentez une panique dans votre tête, c'est pas le manque d'oxygène que vous sentez, c'est l'excédent de dioxyde de carbone. Et donc, nos poumons de patients COVID qui commencent à mal filer, qui perdent leurs alvéoles un après l'autre, ne se rendent pas compte parce que leur CO2 continue, lui, à être bien évacué parce qu'il reste de poumons. Et donc, ils n'auront pas le souffle court et la respiration haletante d'une personne en crise d'asthme ou d'une personne qui a un autre problème. Et tout est là. On parle d'une hypoxie silencieuse, c'est-à-dire que notre état se dégrade. Et là, qu'est-ce qui se passe? On prend une grande respiration une fois de temps en temps en disant « Voyons, il me semble que, je sais pas, je suis fatigué. » Et quand on prend cette grande respiration-là, on vient altérer encore davantage les alvéoles amochées. Et on en détruit de plus en plus. Et donc, le patient qui manque assez d'oxygène pour avoir d'autres effets sur son corps, Fred, c'est parce que ses poumons sont déjà détruits. Et quand les gens arrivent à l'hôpital, c'est ce que je disais au début, ils peuvent bien être calmes. Ils sont à 50% d'oxygène. Ils sont à 2 doigts de mourir. Et donc, ce qui est complètement fou, c'est que les gens peuvent être chez eux, exactement comme la grand-mère dont vous parliez, avec des symptômes secondaires, toux sèche, mal de tête, parfois diarrhée, mais les fameux symptômes qui vous font mourir, c'est-à-dire le manque d'oxygène dans votre sang, celui qui va faire que vous allez vous faire intuber, vous ne le sentez pas. Et donc, son hypothèse, son idée, qui était validée par le docteur Dubé, qui a été tellement gentil de me parler pour bien m'expliquer tout ça, ce serait de s'assurer que des gens qui sont à risque, donc des gens chez qui on devine une infection à COVID-19, de leur donner tout simplement un oxymètre. Un oxymètre de pouls, et c'est simplement cette petite pince lumineuse qu'on vous met sur le doigt et qui permettrait régulièrement, comme quelqu'un qui fait de la haute pression, de suivre l'état de ses poumons qui est silencieusement, parfois, en train de se détruire. De suivre votre taux de saturation. Exactement, dans le sang, et ça, c'est un signe indirect que vos poumons ne vont pas bien. Et ce que ça pourrait faire, c'est qu'on aurait des patients qui se présentent. On pourrait leur donner une limite. Quand vous descendez en bas de 70% ou en bas de 60%, vous vous présentez à l'urgence. Et là, on vous met tout de suite sur oxygène et on évite la dégradation accentuée des poumons et on pourrait peut-être éviter de vous rentrer tous ces tubes dans le corps. Mais Godefroy, allez-y, Fred. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire les 1382 commentaires qu'il y avait en dessous de l'article du New York Times, chose que j'ai fait. Et je ne les ai pas lus tous, mais j'en ai lu une grande partie. Et là, il y a des médecins qui répondent aux médecins et qui disent
Le problème, c'est que si vous arrivez à l'urgence en disant que vous avez mesuré votre taux de saturation, mais c'est que si vous n'avez pas de symptômes autres, on va vous retourner à la maison. Et c'est là le problème. Non. En temps de COVID. Parce que les protocoles ne sont pas adaptés. Voilà, parce que, oui, c'est ça. Parce que ça ne fait pas partie des symptômes. C'est-à-dire que, parce qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques aussi, qui pourraient quand même avoir des problèmes de saturation, si j'ai bien compris. Mais si vous arrivez à l'urgence et on vous dit, est-ce que vous faites de la fièvre? Non. Oui, mais j'ai un taux de saturation. En tout cas, il y a des médecins qui disent, dans certains cas, vous ne serez pas admis. Vous allez être retourné quand même. Et c'est vraiment inquiétant, en fait, tout ça. C'est inquiétant, mais ce qui est fou là-dedans, Fred, on attend des innovations pharmacologiques, des nouveaux médicaments, un vaccin, mais peut-être que la réponse la plus efficace, ce sera des simples modifications de nos pratiques médicales. Et ce qui est fou, c'est que ça arrive sous nos yeux en ce moment. Et peut-être que les protocoles ne seront pas assez rapidement changés pour New York, mais peut-être que quand ça va frapper dans d'autres villes aux États-Unis où en ce moment les gens sont en train de manifester parce qu'ils veulent être déconfinés, à ce moment-là, peut-être que les protocoles pourront évoluer. Et j'ai lu quelque part très tôt dans la crise qu'on allait traverser et vaincre cette crise-là grâce à la science. Oui. Et quand je lis ça, c'est comme si je voyais la science qui se déroulait. On ne peut pas changer un protocole simplement à cause d'un bon article dans le New York Times. Mais par contre, ça va allumer des lumières un peu partout et ça peut déterminer des changements progressifs. Et au même moment où je vois des gens qui ne sont pas très, très enclins à suivre la science, comme ceux qui trimballent des pancartes au Michigan en ce moment. I need a haircut. Oui, on n'a pas tous la même relation avec la science, mais Fred, un article comme ce que vous m'avez envoyé cette semaine, ça m'a donné espoir, ça m'a donné envie d'être à nouveau un rejet au secondaire. Et, Est-ce que ça vous a donné envie de vous acheter un oxymètre? Non, c'est vrai, peut-être que je devrais. Parce que moi, je l'ai fait. Parce que moi, cet article-là? Étant asthmatique, j'ai fait, mon Dieu, c'est donc bien intuitivement intéressant, cet article-là. Et effectivement, j'ai jamais pensé à ça. Mais pourquoi ne pas en acheter un? Et ça m'a pris plusieurs heures pour en trouver un. En fait, il n'y en a plus du tout en ligne, ou à peu près. Et ça varie. Ça peut coûter entre une vingtaine de dollars et $100. Et il y a des qualités, évidemment. Il y a des taux de fiabilité qui sont variables. Alors là, je suis allé voir des sites pour des tests, tout ça, des tests d'oxymètre. Et j'en ai trouvé un, mais j'étais allé à Montréal, je me suis déplacé parce que je voulais pas... Il y en avait sur Amazon, mais ça me tente pas de... Je comprends. Bon, voilà. Et j'en ai trouvé un dans un magasin sur la rue Fleury qui se spécialise dans la distribution de prothèses et d'appareillage, de thermomètres, masques, tout ça. Et ils en avaient un, mais c'est dans la plupart... Je suis allé sur des sites de manufacturiers et c'est out of stock parce que le mot se passe. Je pense pas que c'est directement lié à cet article-là. Je pense qu'avant ça aussi. Mais ça va être très difficile d'en trouver. Mais oui, je me suis dit, je pense que ça pourrait être... et dans l'article, d'ailleurs, il le dit à la fin, en fait, il va falloir ajouter l'oxymètre au thermomètre dans l'équipement de base de toute maison d'avoir ça. Mais Fred, votre saturation est à combien? À 97%. Oh, c'est très, très bon. Très bon. Est-ce que vous l'avez en permanence? J'ai déjà baissé, moi, à presque 50%. Ah oui, c'est pas bon. À l'époque. Non, c'était pas bon. Puis les médecins mais vous étiez très inquiets. Non, pas moi. C'était ça le problème. Ah ouais, hein? Voilà. Les médecins beaucoup plus que moi. Vous essayiez à l'époque, votre objectif était d'arriver à combiner une cigarette et une pompe de Ventolin. Oui, en fait, je voulais inventer un... Oui, ça, c'était une autre époque, évidemment. J'avais des chats en plus. J'étais hyper allergique aux chats. J'en avais 2. J'avais pas découvert la beauté des chats hypoallergènes et j'avais un rythme de vie peu soutenable. Qui était pas l'idéal. Mais oui, mon taux est à 96%. Et sauf que dans l'article, on ne spécifie pas à quel pourcentage on doit se rendre. C'est sans doute une bonne chose, parce qu'on ne veut pas inquiéter les gens. Parce que quand on donne des données, quand on donne des chiffres, soudainement, on a l'impression que c'est de la science plus précise, alors que ça ne l'était pas. Mais ça reste une hypothèse, Fred, tout ça. Pour vous rassurer, j'ai fait un choix, parce que vous savez que je suis... plutôt en forme. J'ai aucun facteur aggravant. Je travaille, je bouge, je suis actif. Je suis entouré de gens en santé aussi. Donc, j'ai pris ce 50 $-là, Fred, et j'ai plutôt commandé dans une boutique de Montréal un iRig. C'est ça qui me permet, Fred, non pas d'avoir une belle mesure de ma saturation, mais que vous m'entendiez, Fred, avec un son de qualité. Et je pense que pour l'avenir, c'est un plus grand investissement pour moi. L'oxygène, pas tant, mais un son de qualité. Oui, monsieur. Oui, mais vous savez que je vous l'ai dit, vous m'envoyez la facture et c'est la balado qui va payer.
Oui, ben écoutez, ça, on va essayer. Oui, on essaiera pour voir si ça fonctionne. Ça va fonctionner. Hey, merci, Godefroy. Belle chronique, encore une fois. Ben, merci, j'ai eu beaucoup de plaisir. Vous sonnez très, très bien. Et la semaine prochaine, je vous donne mon taux de saturation en début de chronique également. Vous me direz si c'est correct. Et Fred, avez-vous retenu votre respect pour vrai? Oui, j'ai retenu. OK, parce que sinon, je vous aurais traité de Mangio des Mardes. Alors voilà ce qui termine ce 27e épisode de la balado de Fred Savard. Merci d'être à l'écoute. J'ai remarqué, depuis 2 semaines, une petite hausse des abonnements, entre autres. Je pense que la balado, de plus en plus, se ferait un chemin dans les oreilles des auditeurs et des auditrices. Puis je sais que c'est grâce à vous, parce que vous en parlez dans vos entourages, vous partagez, en fait, les balados. Donc, merci. Merci à Mathieu Bellil, Hélène Faradji et Godefroy Laurando cette semaine, qui, encore une fois, nous ont offert du gros matériel pour notre cerveau, de la nourriture à neurones. La semaine prochaine, ça devrait se confirmer dans les prochains jours. Je vais parler à une chercheure, mais une personne qui œuvre en santé publique. J'aimerais qu'on parle de santé publique, mais sa mission, les origines, la façon que ça fonctionne, l'impact que ça peut avoir. Et j'avais envie d'avoir un segment avec quelqu'un comme ça. Donc, on va vous proposer ça. Évidemment, Hélène Faradji et Godefroy Laurando seront de retour également. Merci à Larry, à la co-réalisation. C'est lui vraiment qui met la touche finale au montage de cette balado. Alors, merci. Et qui m'aide énormément dans le contenu, ne serait-ce que pour orienter la réflexion. Et de par ses commentaires, je pense, fait de moi un meilleur animateur semaine après semaine. Je dis pas que je suis un bon animateur, mais je m'améliore de semaine en semaine et c'est grâce à Larry. Merci à Communauto. On les remercie moins ces temps-ci parce qu'on sort pas, mais ils nous appuient depuis le début dans ce projet-là. Puis c'est vraiment, vraiment apprécié. Et j'ai hâte de pouvoir aller vous voir en région, entre autres. Et ça sera grâce à Communauto. Merci à ce concept également qui nous aide aussi à faire en sorte que l'équipement nous permette de vous offrir un produit de qualité. Et merci également à Andy Obansawin. Je la remercie rarement, mais c'est elle qui s'occupe des médias sociaux, entre autres. Très proactive. Et la présence sur les médias sociaux, c'est super important pour un projet comme ça. Et grâce à Andréane, en fait, on réussit à le faire de belle façon. Merci surtout à vous de m'alimenter, de m'écrire, de nous suggérer des articles, des choses à voir, des angles de réflexion. Grâce à vous, ce projet-là est vivant et on a envie de le continuer très longtemps. Si vous voulez écouter tous les épisodes, c'est sur le fredsavard.com. C'est disponible aussi sur toutes les plateformes de podcasts, de balado. Mais sur le fredsavard.com, vous avez tous les épisodes, les segments. Ils sont facilement partageables également si vous voulez faire découvrir ce projet-là. Et évidemment, si vous voulez continuer de financer ce projet-là, il y a un bouton dons et vous pouvez faire des dons uniques ou des dons mensuels, ce qui va nous permettre d'assurer la pérennité de ce projet-là parce que moi, je veux que ça continue encore très longtemps. Merci. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le 28e épisode de la balado de Fred Savard.